19h. Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toi Thomas qui est tout seul ce soir avec moi dans le studio. Bonsoir Fred, j'ai même pas peur d'être tout seul. Oui, notre deuxième Fred est en vacances, Le chanceux. il a besoin de se reposer comme beaucoup de monde. Alors bon, on est un petit peu en retard ce soir, désolé, on est comme les équipes, on est en réglage, on est en rodage, on prépare tout, on est obligé de revenir. On est resté un long moment sans émission, sans rien du tout, donc maintenant il faut faire les petits réglages de dernière minute. Alors avant de vous donner le sommaire, je vais déjà dédier cette émission à 3 personnes. Je vais déjà dédier l'émission à Olivier Petitpas, qui était un des membres des Aigles Rouges du Racing Besançon, qui nous a quittés il y a peu. Je vais aussi dédier l'émission à Stéphane Paille, qui était bien évidemment une de mes idoles au Stade Bonal et qui est parti lui aussi bien trop tôt. Et également à Louis Nicolin. On en a parlé ici, Thomas, rappelle-toi, il y a très peu de temps. Oui. Et c'est pareil, c'est déjà 2 personnes du foot français qui nous quittent. Et Olivier Petitpas également du Racing Besançon. On pense très fort à eux, on pense très fort à leur famille également et à leurs proches. Allez, au sommaire de cette émission, on va commencer par le championnat d'Europe féminin. Vous savez qu'il a lieu en Hollande. Et c'est quelqu'un qu'on connaît bien qui est à la tête de cette équipe de France. C'est Olivier Chouafny, qui était l'ancien entraîneur du Football Club Sochaux-Montbéliard, dont on parlera tout à l'heure. On va regarder justement les différents groupes, les différents résultats. Il y aura aussi les réactions des joueuses et la réaction d'Olivier et Chouafny après le match Autriche-France. On parlera également de la Ligue 1. On parlera des effectifs de Ligue 1, ce qui se passe exactement avec, bien sûr, l'histoire Neymar qui met tout le monde en éveil. On parlera également de la Ligue 2. On ira faire un petit tour du côté d'Auxerre, justement, qui a été racheté par un Chinois, Monsieur Jacques Zhu. Et on fera un peu le comparatif avec notre actionnaire chinois, Monsieur Li, dont il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. On parlera également du Gazélec Ajaccio. On prendra des nouvelles d'Albert Cartier. Ensuite, on parlera des clubs franc-comtois, à la découverte des clubs qui vont évoluer en National 3 la saison prochaine. Il y en a plusieurs en Franche-Comté, 2 à Besançon. On vous fera le topo tout à l'heure. On parlera aussi du handball, car c'était la rentrée de l'ESBF il y a un peu plus d'une semaine. Et ce sera celle du Grand Besançon do handball ce mercredi 26 juillet. D'ailleurs, on est invité à la conférence de presse. On les en remercie. Et puis, on va lancer le sommaire avec le championnat d'Europe féminin. Alors Thomas, est-ce que tu as suivi un peu ce championnat d'Europe féminin qui est retransmis, il faut le souligner, sur le réseau France Télévisions, c'est-à-dire France 2, France 3, France 4 et France O. D'ailleurs, c'est très bien que le football féminin soit retransmis en prime time. Donc ça, rien que pour ça, on peut saluer nos confrères de France Télévisions. Alors j'en ai parlé un petit peu ce matin dans la page de sport. Je suis de loin, pour tout avouer. De toute façon, j'avais pas la télé où j'étais, donc j'ai pas pu voir les matchs, mais j'ai suivi de loin. T'as suivi de loin. Écoute, on voit des beaux matchs. Enfin, moi, je vois des beaux matchs. Et là, on va vous donner déjà quelques résultats avec cette première journée avec qui était aux prises le pays hôte, les Pays-Bas face à la Norvège. Ça, c'est pour parler du groupe A. C'est les Pays-Bas qui s'étaient imposés 1-0. Dans le second match, c'est le Danemark qui s'était imposé face à la Belgique 1-0. Le lundi 17 juillet, l'Italie s'est inclinée face à la Russie dans le groupe B 2-1. L'Allemagne et la Suède avaient fait 0 partout. Dans le groupe C, le mardi 18 juillet, l'Autriche avait battu la Suisse 1-0. Et la France avait battu l'Islande 1-0. Bon, vous savez que le problème de cette équipe de France, c'est de marquer des buts. C'est très compliqué. On a beaucoup d'occasions. Mais les tirs ne sont pas pour autant cadrés. Et on a beaucoup de mal à inscrire ces buts. Le 19 juillet, c'était dans le groupe D. L'Espagne avait battu le Portugal 2-0. Alors que l'Angleterre réalisait le carton face à l'Écosse 6-0. Et pour la deuxième journée, la Norvège s'était inclinée face à la Belgique 2-0 dans le groupe A. Les Pays-Bas 1-0 face au Danemark. Et dans le groupe B, la Suède s'était inclinée 2-0, avait battu la Russie 2-0. Et l'Allemagne avait battu l'Italie 2-1. Et ce samedi 22 juillet, il y avait dans le groupe C le groupe de la France. Donc, on résume, il y a l'Islande, la Suisse, l'Autriche et la France. Il y avait un match important pour les filles d'Olivier Chouafny.
La France devait battre l'Autriche, mais c'est les Autrichiennes qui ont inscrit le premier but de cette partie. Et ensuite, la France a couru après le score, mais c'est Amandine Henry sur corner qui égalise. Mais la France obtient le match nul, un but partout. C'était une mauvaise opération, car la France devra en tout cas se qualifier en s'imposant face à la Suisse. Mais ça ne va pas être un adversaire en tout cas facile. On va écouter justement le résumé de ces deux buts. Et la touche encore sera autrichienne. Et pour Verena Schauer, on va encore privilégier une longue touche dans la surface de réparation française. Ça arrive à l'entrée de la surface et contre, attention, la frappe, l'ouverture du score de Lisa Makas. 27e minute de jeu, l'Autriche ouvre le score, les Bleus sont menés 1-0. Et on revoit cette longue touche, la déviation au premier poteau. En premier relais, on est trop court. Et voilà le moment de flottement qui profite à Lisa Makas. La déviation ratée. Voilà, c'est Gaëtan Tillet qui manque sa relance de l'aigle de pigeon. Et derrière Lisa Makas qui ne se pose absolument pas de questions. Qui fusille Sarah Bouhaddi de ce pied droit. Et cette fois-ci, Sarah est malheureusement trop courte. On sentait les Françaises moins bien depuis quelques minutes. Naberger. Allez, corner à suivre pour les Bleus. Encore Elise Bussaglia. C'est rentrant vers le deuxième poteau. L'égalisation d'Amandine Henry. Le coup de tête rageur de la joueuse de Porto d'un partout. Les Bleus complètement relancés. Et le corner d'Elise Bussaglia, pied droit. Et la tête rageuse d'Amandine Henry qui vient tromper la vigilance de Manuela Zingberger. Elle était toute seule, on est en retard. C'est Shannon Derbeck qui était en retard sur cette tête. Regardez comme elle est magnifique cette action. Elle est montée dans les airs, Amandine. Elle est venue propulser ce ballon de la tête dans les buts de Manuela Zingberger. Allez les petites bleues, c'est bien. Elle a raté complètement sa sortie, la gardienne autrichienne. Ça profite à l'équipe de France, un partout. Et oui, un partout, ça profite à l'équipe de France. C'est vrai que la gardienne autrichienne est partie un peu à la façon Goldorak. Elle s'est jetée, mais Amandine Henry était toute seule. Elle a pu smatcher cette tête qui fait beaucoup de bien à cette équipe de France. D'ailleurs, on va écouter tout de suite les réactions de Sarah Bouhaddi, la gardienne de l'équipe de France, Camille Billy, la milieu de terrain, Eve Périsset, la latérale, et Amandine Henry, l'attaquante. Je n'irai pas jusqu'à dire un peu compliqué, on est à l'Euro, on a affaire à de grosses équipes, on le voit aussi dans les autres poules, il n'y a rien de facile et voilà, tout le monde joue sa carte et voilà, ce soir on fait un match nul mais il faut aussi tenir compte qu'on est revenu au score et que c'était important. On en a parlé avec le coach au vestiaire, voilà, c'est une force mentale de pouvoir revenir au score. Maintenant on va bien analyser le match, essayer de corriger ce qu'on a fait de moins bien et pouvoir essayer de les éviter au troisième match. Qu'on était capable de revenir, qu'on avait des choses à faire, qu'il y avait des bonnes choses à faire et que voilà, on l'avait fait contre l'Angleterre à la Chibilis, que voilà, on était capable de le faire. Donc c'est ce qu'on a démontré déjà en revenant au score. On a essayé de ramener la victoire, c'était pas pour ce soir, mais bon, voilà, on est concentré sur le troisième match et on va essayer de faire le maximum. Ouais, c'est pas des matchs évidents, voilà, on est très peu sollicité, alors on prend un but au bout de 20-25 minutes, voilà. Après il y a une erreur que je fais juste avant sur une relance, est-ce que ça met l'équipe un peu dans le doute, est-ce que ça remet un coup de boost aussi à l'équipe adverse, donc voilà, derrière on prend un but sur une touche, sur des erreurs d'inattention. Donc voilà, c'est pas des matchs évidents, il faut rester concentré tout le long. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire tout en deuxième mi-temps. Non, je connais la force du groupe, je connais la force de notre équipe. Donc je sais qu'on est capable de beaucoup de choses. Maintenant, on va essayer de monter petit à petit et essayer d'apporter ce qu'on a apporté. C'est vrai qu'on est tombé face à une équipe complètement différente finalement de l'Islande qui a eu un bloc très très bas. En plus, quand même, elles ont eu la chance d'ouvrir le score rapidement. Elles ont mentalement été très costauds et c'était encore plus difficile. Il y avait de moins en moins d'espace. Le point positif, c'est qu'on a réussi à revenir. Je pense qu'on aurait pu marquer en fin de match aussi. On a 2-3 opportunités. Si on les concrétise, on peut gagner. Maintenant, voilà, c'est compliqué pour l'équipe de France, mais je pense que c'est compliqué pour toutes les équipes actuellement à l'Euro. On est les premières déçues. On se doit de faire mieux.
Ils m'ont dit ça fait longtemps qu'ils attendent. Et moi donc, ça fait longtemps que j'attends. Hein. Ça fait plus de 15 ans que je suis en sélection et j'attends que ça un titre. Donc j'ai autant la rage qu'eux. Maintenant, il faudra le montrer sur le terrain. En fait, moi, j'étais pas... je suis désolée, j'étais en train de m'échauffer, donc je peux pas répondre à cette question. Pourquoi vous n'avez pas commencé? C'était physiquement Faut demander au coach aussi. Il n'y avait rien de... À demander au coach, voilà. Personnellement, voilà. Je pense qu'il a voulu amener de la fraîcheur et amener des joueuses qui n'avaient pas joué le premier match. On va progressivement dans la compétition, voilà, on prend le temps, mais je pense qu'on va monter en puissance pour ce troisième match et se qualifier pour les quarts finales. On a dit qu'il fallait rien lâcher, qu'il restait encore 45 minutes, que rien n'était fini et qu'il fallait aller chercher ce but égalisateur et ce deuxième but pour gagner ce match. C'est normal, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit. On a vu qu'il y avait du monde, beaucoup de Français ce soir dans le stade et je pense qu'il y avait beaucoup de Français devant la télé. Voilà, faut qu'on fasse plus pour se qualifier et montrer autre chose sur le terrain. Le statut, on n'est pas du tout favoris, voilà, comme on n'a rien gagné, ce serait bien c'est déjà de se qualifier pour les quarts finales et après on pourra voir plus loin. Après voilà, il reste encore un match contre la Suisse et on va rectifier les erreurs pour faire un meilleur troisième match. Je pense qu'il faut qu'on s'améliore techniquement, voilà, qu'on ait un peu moins de perte de balles et arrêter de se mettre en danger toute seule, quoi. Amandine Henry qui a marqué un super but, qui a mis un tir sur la barre, un tir superbe, mais il y a la déception parce qu'il n'y a pas la victoire, Amandine. Ouais, c'est frustrant, surtout qu'on avait le match en main, elles ne sont pas créées plus d'occasions que ça. Je pense qu'en possession de balle, on doit être à je ne sais combien, mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Après, on savait que c'était aussi un match piège, qu'elles allaient être regroupées dans leur surface, et c'est ce qu'elles ont fait, elles ont marqué en contre, et voilà quoi. Amandine, on ne va pas parler de manque d'efficacité de cette équipe de France, parce que vous savez marquer des buts, vous avez des buteuses dans l'équipe, mais qu'est-ce qui se passe face à des équipes regroupées? C'est ce que vous allez rencontrer souvent. Oui, malheureusement, voilà, on a une réputation d'une équipe qui aime jouer au ballon, qui aime avoir la possession de balle. Donc, quand on joue contre des équipes comme ça, il faut trouver la faille et il faut essayer de trouver l'efficacité. Malheureusement, ce soir, c'est pas rentré. Enfin, c'est rentré une fois, mais il faudra plus d'efficacité par la suite. Ouais. Bah oui, l'efficacité, c'est toujours pareil dans le football et dans le sport en règle générale. C'est l'efficacité qui prime, mais c'est jamais évident face à une équipe regroupée comme l'était la formation autrichienne. Mais en tout cas, après, il faut avoir les joueuses aussi pour dynamiter les défenses adverses. C'est jamais simple et en tout cas, cette équipe de France n'y est pas parvenue. Mais c'est un match nul et tout se jouera contre la Suisse. On va écouter d'ailleurs le sélectionneur Olivier Chouafny, qu'on connaît bien du côté du FCSM. Olivier, elles sont bien rentrées vos filles dans cette deuxième période en égalisant. Malheureusement derrière, il n'y a pas eu l'efficacité. On a eu des meilleures situations. Après, c'est vrai qu'il n'a pas manqué grand-chose pour pouvoir mettre ce deuxième but. Il faut reconnaître que cette équipe autrichienne était très très regroupée. On a su malgré tout être patiente et puis malheureusement, on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but. Olivier, 17 tirs, 18 tirs, 5 cadrés seulement. C'est ça qui explique ce match nul et pas la victoire, notamment? Non, il n'y a pas que ça. Je pense que si on ne fait pas les quelques erreurs en première mi-temps, on enlève le doute et peut-être que finalement la physionomie du match aurait été différente. Ça se jouera contre la Suisse, troisième match. Oui, non mais c'est pas le problème. Le problème c'est qu'on fait tourner encore le compteur. On aurait voulu prendre 2 points de plus, mais bon, les autres équipes aussi sont là et on sait que c'est pas facile. Bah oui, on sait que c'est pas facile. Toutes les équipes veulent se qualifier. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait une erreur. J'ai dit France Télévisions, mais il y a aussi Eurosport. J'avais oublié nos confrères d'Eurosport. Donc, petit rectificatif. Allez, c'est la 3e journée, ce lundi 24 juillet, avec des matchs ce soir dans le groupe A. On va vous donner toutes les rencontres avec Norvège-Danemark à partir de 20h45 sur Eurosport et France Télévisions. Toutes les rencontres sont diffusées chez les deux, chez en tout cas les deux entités. Avec le deuxième match, ce sera Belgique-Pays-Bas à 20h45. Le mardi 25 juillet dans le groupe B, Suède-Italie. Mêmes horaires, tous les matchs, toutes les rencontres ont lieu à 20h45. La deuxième rencontre, ce sera Russie-Allemagne. Le mercredi 26 juillet, Islande-Autriche à 20h45. Et le match entre la Suisse et la France, nos voisins helvètes. En tout cas, on espère que les filles d'Olivier Chouafny inscriront les buts qu'il faut et qu'elles retrouveront l'efficacité. Et puis ensuite, les quarts de finale, ce sera le samedi 29 juillet. Donc, ce sera le gagnant du groupe B contre celui du groupe A. Et le deuxième match, groupe A, groupe B également. Et dimanche 30 juillet, ce sera la deuxième quart de finale également. Et ainsi de suite. On vous en reparlera bien évidemment lundi prochain. Juste le classement des groupes. Alors dans le groupe A, les Pays-Bas
ont 6 points devant le Danemark, 3 points, la Belgique 3 points et la Norvège 0. Dans le groupe B, la Suède a 4 points, l'Allemagne a 4 points également, est deuxième, la Russie est troisième avec 3 points, l'Italie est dernière avec 0 points. Dans le groupe C, l'Autriche est première avec 4 points, deuxième la France 4 points, troisième la Suisse 3 points, l'Islande est dernière avec 0 points. Dans le groupe D, l'Angleterre a 6 points, l'Espagne a 3 points, le Portugal a 3 points également mais est en troisième position et l'Écosse a 0 points. Eh bien, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce championnat d'Europe féminin. On en reparlera la semaine prochaine pour vous donner justement les résultats des quarts de finale. Et puis, on verra où se situe la France. On espère qu'elle va aller très loin dans cette compétition. Allez, on ferme la page du championnat d'Europe féminin et on va ouvrir la page de la Ligue 1. Oui, la Ligue 1, la Ligue 1 va reprendre très bientôt. Pour le moment, c'est encore les transferts. Jusqu'au 31 août, les clubs peuvent, en tout cas, non pas compléter leur effectif, mais créer un nouveau groupe. Et il y aura également le trophée des champions. Ce sera ce samedi 29 juillet à 21h au stade, je vais essayer de bien le prononcer, Ibn Battuta, ce sera du côté de Tanger. Et c'est l'AS Monaco qui recevra le Paris Saint-Germain pour ce trophée des champions. Alors après, c'est vrai qu'en match amical, pour le moment, c'est un peu compliqué pour les deux clubs. Mais il y a quelque chose qui défraie la chronique en ce moment. Bon, vous êtes tous au courant. Neymar pourrait arriver du côté du Paris Saint-Germain. Bon, je vais poser la question à un Barcelonais ce qu'il en pense, parce qu'il y en a un en face de moi. Alors, oui, ça a fait les gros titres tout l'été. Hier, Gérard Piqué sur Twitter a déclaré que Neymar restait, avec une photo de lui et de Neymar. Ça peut être de l'intox de la part du Catalan, puisqu'il y est habitué, il aime bien aussi chambrer, il aime bien brouiller les pistes. Et c'est possible qu'il fasse ça pour faire augmenter les enchères, pour que le PSG allonge l'argent. Et du côté de l'entourage de Neymar, ce qui est possible aussi, on connaît bien le père de Neymar qui essaye toujours de défendre les intérêts de son fils au mieux, et il a raison. Le père de Neymar essaye vraiment de négocier le meilleur contrat pour son fils. Il fait jouer la concurrence entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Et si maintenant je peux juste donner mon avis, moi j'aime bien Neymar. C'est pas forcément mon joueur préféré dans l'effectif du Barça. Par exemple, je préfère Suarez, dont on parle moins, je préfère largement Suarez. Les chiffres avancés, tu m'as dit que c'était à peu près 200 millions d'euros. Alors, le virement est prêt apparemment de 222 millions d'euros. Voilà. C'est énorme. Alors, moi, je suis même pas de mots. En tant que Barcelonais, je dis il faut signer, il faut le vendre. 222 millions d'euros. Aucun joueur ne vaut cette somme-là. Oui. Même Messi. Bon, Messi, il est vieux maintenant. Oui, mais personne ne vaut cette somme-là. Il faut le vendre pour cette somme-là. Parle pas du salaire là, parce que le salaire parce que après si on veut le garder, si le Barça veut le garder, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils augmentent énormément le salaire de Neymar. De combien on parle? Là à Paris on parle de 30 millions d'euros, voire 40 millions d'euros net à l'année. Voilà, par an, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Donc si truc de malade, comme dirait Pierre Ménez quand on joue à FIFA 17, c'est un truc de fou. Si le PSG peut payer ça et que l'entourage de Neymar veut y aller pour l'argent, qu'ils y aillent. Au Barça, il a qu'à y rester pour gagner des titres ou pour d'autres raisons d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas gagné beaucoup l'année dernière. Mais qu'il y aille pour ce prix-là, il faut qu'il y aille. Alors c'est vrai qu'un jour, il est à Paris, le lendemain, il reste à Barcelone, et ce dimanche, il est vrai que la presse internationale disait que le transfert de Neymar était très proche de se réaliser, parce qu'Antero Henrique, donc c'est le directeur sportif du Paris Saint-Germain, il a dîné avec Pini Zahavi, c'est l'intermédiaire de Neymar. Et aujourd'hui, donc ce lundi, le père du joueur du Barça a rencontré les dirigeants catalans, ce dimanche plutôt, et n'a pas fait machine arrière. Il veut que son fils rejoigne le PSG, on peut le comprendre, parce que comme c'est l'agent du joueur, il va toucher une sacrée commission. Oui. Vous imaginez, sur 222 millions d'euros, même 10%, c'est énorme. C'est énorme, je ne vous fais pas le calcul.
Alors, et puis comme il a beaucoup d'influence sur son fils, apparemment, il veut vraiment qu'il rejoigne le Paris Saint-Germain. Et pendant ce temps-là, Gustavo Xisto et Altamiro Bezerra, qui sont les 2 avocats de Neymar spécialisés dans les droits d'image, ils se sont déplacés du côté de Barcelone pour finaliser le contrat du Brésilien au Paris Saint-Germain, comme l'a expliqué Marcelo Bechler. C'est le journaliste brésilien le plus proche du dossier. Alors, c'est une information qui a été confirmée par le compte Twitter de Paris United, qui est toujours très bien renseigné, qui a annoncé que le contrat avait bien été reçu à Paris et qu'il était officiellement prêt à être signé. Alors, le directeur général délégué du Paris Saint-Germain, Jean-Claude Blanc, a même récupéré le fameux contrat au Nataf Fashgenbaum et Associés. C'est un cabinet d'avocats. Alors, celui-ci n'attendrait plus que la signature de Neymar. Et cet après-midi, le quotidien espagnol Marca a annoncé que le contrat de Neymar au Paris Saint-Germain porterait sur 6 ans. Donc, faites les calculs, c'est monstrueux. Et alors, un autre détail indique que le départ de Neymar est irréfutable, considéré comme un des sponsors les plus importants du club catalan. Beko a dévoilé sa nouvelle campagne publicitaire pour promouvoir le FC Barcelone. Lionel Messi, Luis Suarez, Gérard Piqué, Ivan Rakitic et Marc-André Ter font partie de cette publicité. Donc, sans Neymar. Donc, bon. Ouais, Neymar pourrait retrouver au PSG Dani Alves. Oui, qui sont très amis dans la vie. C'est lui qui l'a couvé un peu quand il arrive à Barcelone. Ouais, c'est ça. C'est un super joueur, une super personne, Dani Alves. Donc, voilà, toutes les conditions sont réunies pour que Neymar y aille. En tant que Barcelonais, bon, voilà, je trouve que c'est une grosse perte pour le Barça. Mais il y a une compensation financière qui est vraiment, vraiment intéressante. Oui, puis je pense que peut-être que Neymar se sent un peu trop derrière Messi, quoi. Enfin, je veux dire, il est peut-être un peu dans l'ombre de Messi et c'est peut-être ça au bout d'un moment quand il y a trop de stars dans une équipe. Il y a des égos, forcément, comme partout. Et je voulais dire à Paris, je sais plus ce que je voulais dire. Enfin voilà. Ah oui, en tant que Français, ça va être vraiment intéressant de suivre ce championnat de France. Neymar, il va s'amuser en France, ça va être vraiment sympa. Il va s'amuser. Il va peut-être un championnat différent parce que les clubs comme Marseille, comme Lyon, même Bordeaux commencent à recruter un petit peu et je trouve que les recrutements sont assez sympas, même du côté de Monaco. Donc je pense que ça va être un bon championnat. Et j'espère, oui, il faut des joueurs. De toute façon, il faut des joueurs phares. Mais si Neymar vient à Paris, le premier Classico Paris-Marseille, tout le monde aura en tête le match, le Paris-Marseille ou le Marseille-Paris, je ne sais plus, où il y avait Ronaldinho qui jouait, où Ronaldinho a puni les Marseillais. C'était magnifique. Même le public marseillais applaudissait Ronaldinho parce qu'il faisait ce qu'il voulait. Quand on aime le sport, il faut aussi, même si on est dans l'équipe adverse, il faut aussi reconnaître la qualité du joueur en face. Et c'est vrai que Neymar, c'est un super joueur. Il a encore mis un but énorme contre la Juventus en match amical, parce qu'ils sont en tournée pour le moment aux États-Unis. Il est monstrueux. Après, on est d'accord, les sommes qui sont indiquées sont monstrueuses aussi, et ça ne vaut pas, tout cet argent non plus également. Mais bon, quand on le donne, mais après c'est une surenchère entre clubs, mais peut-être que cette surenchère, un beau jour, elle se tarira parce qu'il faut quand même avoir des sacrées liquidités. Bon, on sait que Paris en a, mais il y a le fair play financier aussi, et je pense qu'ils sont en train de faire un montage justement pour que ça passe au niveau du fair play financier, parce que c'est quand même des grosses sommes engagées. Ouais. Allez, on va parler de quoi cette fois-ci? On va parler un peu de tout. On va parler aussi d'Alexis Sanchez. Donc parce que Paris était aussi sur Alexis Sanchez qui joue du côté d'Arsenal. Mais la piste, c'est un peu refroidi aujourd'hui parce qu'apparemment les agents du joueur et l'entourage sont très très gourmands. Et comme Paris était sur Neymar, ils ont lâché un petit peu la piste Alexis Sanchez. Mais comme Arsène Wenger ne veut pas vendre son joueur à une des équipes du top en Angleterre, de la Première Ligue. Donc, c'est pas où c'est que ça va se finir, sauf si Neymar ne vient pas. Là, ils vont peut-être réactiver la piste et en tout cas accélérer. Mais on va revenir justement sur le Paris Saint-Germain, avec les réactions justement de Thiago Silva et de Marquinhos, qui apparemment ne sont pas au courant de l'avenir de Neymar. Bon, je pense qu'il y a aussi un petit peu d'intox. Je pense qu'ils doivent bien en parler entre Brésiliens. Je ne sais pas, j'écoute beaucoup les journalistes qui parlent, mais pour l'instant, on n'a rien de concret. Mais je crois que comme Paris Saint-Germain il avait un projet important, c'est toujours important d'y avoir des joueurs comme ça, comme lui. Mais après, ça va venir au pas, ce n'est pas important pour l'instant. Je crois qu'il est important de préparer bien la saison. Et si ça arrive, c'est bien pour le groupe, c'est bien pour le groupe. Non, pas encore. Bon, je ne sais pas s'il a prévu les Brésiliens, il n'a pas prévu moi. Mais non, je ne sais pas, je laisse ça pour mes dirigeants parler. Je ne sais pas trop. S'il vient, ça sera
un joueur exceptionnel qui va nous aider beaucoup. Bah oui, un joueur exceptionnel. Bon, il le sait pas, Thiago Silva. Non, mais voilà, il y a beaucoup d'intox. Hein. Thiago Silva qui répond pas encore. Oui. C'est bien qu'il le sait, mais qu'il peut pas encore le dire. Exactement. C'est ça, je pense que les journalistes essaient de les titiller un petit peu. Puis avec la fatigue, tout le monde est obligé de contrôler ce qu'il dit. Puis à un moment donné, tu peux faire des petites fautes de mots qui laissent envisager l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain. Et on verra le feuilleton. Devrait quand même arriver à son épilogue parce qu'à un moment donné, il faut soit qu'il signe, soit qu'il signe pas, mais il faut aussi le faire, ne serait-ce que pour les deux clubs puissent recruter après ensuite. Ils ont le temps, c'est quand la fin de la période des transferts? C'est le 31 août, mais c'est vrai que Paris mise beaucoup sur certains joueurs, donc c'est sûr qu'ils ont tout misé sur Neymar pour le moment. Hein. Bon, ils ont prêté Dani Alves, c'est une bonne chose aussi. S'il signe maintenant, le père de Neymar, il va dire on aurait pu avoir plus quand même. Oui, mais bon, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas pousser déjà les joueurs. Aucun joueur, comme tu le disais tout à l'heure, ne vaut cette somme-là parce que c'est une somme complètement déraisonnable. Hein. Ouais. Quand on revient à la réalité des choses, c'est hallucinant. Ouais, c'est hallucinant. Mais après, c'est des surenchères entre clubs. Peut-être qu'un jour, ça s'arrêtera parce qu'il y aura peut-être plus d'argent. Hein, comme quand on voit nous à Sochaux, 222 millions d'euros, ça laisse rêveur. Là. Vous pouvez faire combien de saisons à Sochaux avec cette non, mais celui il avait dit qu'il emmènerait 100 millions, mais je pense qu'il n'avait pas dû comprendre la question. Ouais. Je pense qu'il n'a pas compris la question, pas compris les montants. Donc c'est un peu bizarre. Allez, on va s'intéresser à Lyon aussi. Lyon qui a recruté également cette saison avec certains joueurs, dont un joueur qui vient du côté du Benfica, avec les arrivées de Marcelo qui arrive du Besiktas, de Diaz qui arrive du Real Madrid également, Traoré de Chelsea, Marsal du SL Benfica, c'est le latéral, Tête de l'Ajax. On a également Grenier qui revient de l'AS Roma, on a Mendy qui arrive du Havre, Del Castillo, mais ça c'est des retours, hein, il était au FC Bourg-en-Bresse-Péronas. On a Kaloulou aussi qui arrive du Stade Rennais. Justement, on en parlera tout à l'heure de Kaloulou, car il y a une grande chance qu'il soit au FCSM pour la saison prochaine en prêt. Et on a Gnagnoni du Stade Brestois qui arrive également. Bon, les départs, Lacazette, Tolisso, Lacazette Arsenal, Tolisso le Bayern, Valbuena à Fenerbahçe, Gonalon l'AS Roma, Jallet à l'OGC Nice. On a aussi Gaspard qui part à l'AS Monaco, Ribus qui a été vendu au FC Lokomotiv Moscou, Maeta du Havre, Kemen du Gazélec qui est en prêt au Gazélec Ajaccio, qui retrouvera Albert Cartier. On a Perrin de l'US Orléans, Perrin qui part à l'US Orléans, et Darpino qui va également du côté de l'US Orléans. Moi, je trouve que c'est un bon recrutement pour Lyon. C'est peut-être pas encore fini, hein. On va voir jusqu'au 31 août. Mais en tout cas, les Marcelo, Diaz, Traoré, Marsal, franchement, c'est du bon. On va écouter justement la réaction de Jean-Michel Aulas qui revient justement sur les transferts. Écoutez, j'ai pas réfléchi parce que j'ai une toute confiance dans la qualité des joueurs qui sont là. Ils peuvent être titulaires, ne pas être titulaires. Ce sont des gens bien. Donc j'ai pas imaginé que les choses se passent mal. Non, à l'inverse, je pensais que pour avoir les joueurs que souhaitait Bruno, il était fondamental de foncer, de mettre à disposition le budget qui le convenait. Ce que nous avons fait, parce que comme je l'ai évoqué, mettre près de 50 millions dans le recrutement, ça nous est arrivé il y a longtemps. À la fin de la saison, on était champion de France. Donc voilà, donc après on va gérer avec Vincent, avec Florian les suites, et je vous dis on a c'est vrai qu'il y a des joueurs avec des contrats confortables, mais il vaut mieux faire envie que pitié, donc voilà, donc non, j'ai aucune inquiétude, et on fera face. Voilà, là aussi j'ai beaucoup appris avec les joueurs depuis 30 ans pour savoir qu'il faut avoir des bonnes discussions, et en tout cas personne n'est le malvenu à Lyon, et il n'y aura pas de loft désagréable. Si c'est Vincent qui me le confirme, qui est à côté de vous, je suis plus à l'aise. Il y a eu des contacts, des discussions. Bon, j'ai eu Vincent plusieurs fois pendant le week-end, et on était hier soir, mais je n'ai pas reparlé avec lui aujourd'hui parce que j'avais plein de rendez-vous. On était assez proche effectivement d'un accord. Proche d'un accord, on va voir. En tout cas, on va suivre ça de tout près. Allez, après Lyon, on va s'intéresser à l'Olympique de Marseille qui disputait encore un match amical qui s'est soldé par un match nul, un but partout.
avec, on va justement vous donner un peu les arrivées et les départs du côté de l'OM avec Adil Rami qui arrive du FC Séville, qui est bientôt le fiancé de Pamela Anderson apparemment. J'ai appris ça il y a pas très longtemps. Il me ferait confirmer l'information, mais je crois que j'ai vu ça il y a pas très longtemps. Je crois que c'est vrai. Hein, c'est ça. Hein. Et on a aussi Luis Gustavo qui arrive du VfL Wolfsburg. Ça, franchement, c'est une très bonne recrue pour cette équipe marseillaise. On a Mandanda qui revient de Crystal Palace. On a Valère Germain aussi qui arrive de l'AS Monaco. Ocampos qui arrive de l'AC Milan. Fabri, lui, qui arrive de Bourg-en-Bresse-Perona. C'était le gardien. Aloé de Valenciennes. Aloé qu'on avait eu ici quand il jouait du côté de Valenciennes. On l'avait eu en interview. Un garçon très sympathique. Andonian qui arrive de Veria en Grèce. Alors les départs, Gomis qui est parti du côté de Swansea, mais qui est reparti aussi en Turquie. Vainqueur à l'AS Roma. Rekik Hertha Berlin. Aloé qui est reparti à Valenciennes. Fabri qui est reparti du côté du Stade Brestois. Machache du côté de Toulouse FC. Diaby, personne, il n'y a rien. Pas de club. Porsan Clemente, Montpellier Hérault. Sparagna. Voici pour les en tout cas les départs, il y en a d'autres également. Bon, après, j'ai pas tous les départs au jour le jour, hein, parce que tout n'est pas remis à jour. Et il est difficile de suivre tous les clubs, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2. Et Marseille qui va jouer, qui n'a pas forcément préparé de la meilleure des façons son troisième tour de qualification pour l'Europa League. Hein, ce sera face au club belge d'Ostende, avec ce match nul face aux Glasgow Rangers. Et le match aura lieu, c'est pour la Ligue Europa, un troisième tour de qualification, le jeudi 27 juillet à 20h45. Ça se passera du côté du stade Vélodrome où l'OM recevra Ostende. Et le match retour, lui, aura lieu le 1er août à Ostende. On espère en tout cas que cette équipe marseillaise se qualifiera parce qu'il nous faut bien sûr le plus de représentants possible en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions ou du côté de l'UEFA et de l'Europa League surtout. Allez, on va revenir sur le championnat de France et on va s'intéresser du côté de Toulouse cette fois-ci. Toulouse qui a recruté lui aussi un petit peu, c'est sûr, avec Sanogo qui arrive d'Arsenal. On a Corentin Jean qui était déjà prêté par l'AS Monaco la saison dernière et qui a signé pour 4 ans. On a Fortes qui arrive du Havre et Machache, comme je vous l'ai dit, qui arrive de l'Olympique de Marseille. Les départs, des départs importants aussi également, avec Brett White qui part du côté des Middlesbrough. On a Pi qui part du côté du Stade Brestois. On a Trejo qui repart en Espagne du côté de Rayo Vallecano. On a Pezic qui repart du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Cafaro qui part du côté de Reims. Ça, c'était pour les plus gros transferts. On va écouter la réaction de Duprat qui, lui, espère une autre recrue. C'est un milieu de terrain qui joue du côté du Sporting Club de Bastia. On en parlera tout à l'heure du Sporting Club de Bastia. Et qui attend justement que Cahuzac vienne au TFC. Mais comme Cahuzac est un garçon qui a beaucoup de valeur, il n'a pas envie de laisser tomber son club de Bastia comme ça. Et on va écouter aussi Corentin Jean et Andy Delors également qui nous parlent de sa saison et de la saison à venir. Il se peut qu'il nous rejoigne, mais c'est pas fait encore parce que le joueur est OK pour venir. Nous sommes OK pour l'accueillir, mais il y a son club. Voilà. Son club qui est en difficulté. Je n'ai pas l'habitude de me réjouir des difficultés des autres. Donc on va laisser le temps au temps. S'il vient, c'est aussi pour amener cette dose de caractère. Mais il viendra qu'à la seule condition qu'un autre milieu de terrain nous rejoigne. Je suis arrivé, je ne pensais pas tout de suite à ça. Déjà, je pensais à jouer au football parce que je n'avais pas vraiment joué avec Monaco. Et c'est vrai qu'au milieu de ces 6 mois, j'ai eu des discussions avec le coach, et comme quoi il voulait me garder. Et j'en ai parlé avec mon entourage. Et voilà, je pense que la bonne solution, c'était de revenir ici, de signer pour de bon, de me poser un petit peu parce que c'est vrai que ces 2 dernières années j'ai un peu vadrouillé. Mais non, on en avait parlé, c'était mon objectif de revenir ici, j'avais vraiment envie. Maintenant c'est fait, donc c'est très très bien pour moi et je pense qu'on va s'éclater cette année. Tout simplement, déjà il y a le discours du coach que j'ai vraiment apprécié. Son discours déjà ça m'a donné envie de revenir ici. Et puis après, il y a eu un groupe formidable, c'est jeune, ça rigole bien, ça bosse bien déjà. Et non, c'est vrai que le club, l'environnement, ça m'a beaucoup plu, donc c'est ce qui m'a donné envie de revenir. Le coach a dit qu'il voulait passer en 4-4-2. Après, voilà, il y a pas mal d'attaquants, il y a Yaya qui est arrivé, donc on va voir comment le coach met en place son équipe. Mais
c'est vrai que ce discours-là m'a aussi donné envie de revenir ici parce qu'en 4-4-2, c'est à 2 pointes, c'est ce que j'apprécie le plus. Donc on verra bien par rapport aux équipes qu'on va jouer la mise en place du coach. Mais pour l'instant, voilà, on travaille bien en préparation. On verra en début de championnat. J'ai énormément d'envie. Déjà, la préparation là, me fait énormément de bien. Parce que voilà, l'année dernière, j'en avais pas fait forcément une. Donc là, ça me fait énormément de bien. Physiquement, je me sens bien. Donc là, j'ai hâte que le championnat débute et voilà, qu'on soit dans le vif du sujet parce que bon, c'est voilà, on a faim de ballon, moi j'ai envie de ça et j'ai envie de faire une grosse saison. Donc on va bien travailler pour bien débuter la saison. Je pense qu'il nous a manqué un peu de vis, un peu d'expérience sur certains matchs. Voilà, des matchs où on aurait dû gagner, qu'on a mal géré. On avait une équipe très jeune, donc voilà, obligatoirement, on était un peu foufou, on manquait un peu d'expérience. Le coach a dit qu'il allait essayer de récupérer 2-3 joueurs avec un peu d'expérience. Ça nous ferait le plus grand bien parce que voilà, on a une bonne équipe, on est jeune, mais sur certains matchs, je pense qu'il voilà, il manque un peu d'expérience pour engranger des points un peu plus facilement que ce qu'on aurait dû, ce qu'on a fait à la fin du championnat. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, voilà, j'ai commencé fort et après derrière, j'en avais discuté un peu avec les préparateurs physiques qui m'ont dit que j'allais avoir coup dur au niveau des jambes et c'est ce qui s'est passé. Et après, j'attendais cette reprise avec impatience pour justement reprendre du coffre et pouvoir faire une belle saison. Par rapport à mon jeu, par rapport à mes appels, tout ça, c'est important d'avoir un gros coffre et d'être bien physiquement. Donc voilà, aujourd'hui c'est pas pareil. 4-4-2 c'est pas mal, surtout que voilà, avec Corentin on fait énormément d'appels ou même avec Yaya ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, on l'avait essayé l'année dernière à Lyon où pendant la première mi-temps on avait fait une super entame et on tape 2 fois les poteaux et bon derrière on perd, mais c'est vrai que pendant une mi-temps il y avait eu vraiment des phases de jeu intéressantes, donc voilà, on va revoir cette année. C'est un coach qui est proche de ses joueurs et c'est important, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de la confiance et voilà, je pense qu'on va faire une très grosse année et voilà, tout le club a envie de faire mieux que l'année dernière et essayer d'être dans les 10 premiers, donc on va essayer, on va tout mettre en place pour le faire. Mais déjà pour accrocher quelque chose, il manque de l'expérience, c'est ce qui nous a fait défaut l'année dernière en pleine saison et voilà, j'ai vu sur les journaux que justement le coach recherchait des joueurs expérimentés, c'est ce qui nous manque l'année dernière. Au niveau des objectifs, l'année dernière j'ai mis 5 buts, l'année d'avant à Caen j'avais mis 13 je crois, donc voilà, c'est d'essayer de dépasser cette barre-là et essayer de faire la meilleure saison possible. Et ben on le souhaite en tout cas pour Andy Delors de faire aussi bien que la saison dernière. Et puis bon, maintenant, on a terminé avec la Ligue 1. On espère que Toulouse fera aussi bien et que tous les clubs de Ligue 1 fassent aussi bien et qu'ils nous procurent en tout cas beaucoup de plaisir cette saison. Et on va passer cette fois-ci au championnat qui vous intéresse avec bien sûr le Football Club Sochaux Montbéliard, le club de la région, le club qu'on suit, les Jaunes et Bleus. Et avec, il y a beaucoup de choses à dire en ce moment dans l'actualité sochalienne. Et on va lancer le jingle Ligue 2. Oui, la Ligue 2, c'est parti. J'avais oublié de vous le dire, bien évidemment, il y a des places à gagner ce soir. 2 places pour aller voir FC Sochaux Montbéliard, FC Bourg-en-Bresse Péronnas. Ce sera le premier match cette saison. Ça se passera ce vendredi au Stade Bonal, ce vendredi 28 juillet au Stade Bonal à partir de 20h. Eh bien, il y a 2 places à gagner pour vous et la personne de votre choix. Donc c'est un beau cadeau, un très joli cadeau même. Alors il y a une question quand même, il va falloir répondre à une question toute simple. Il y a un joueur qui évolue du côté du FC Bourg-en-Bresse Péronnas qu'on aurait dû avoir ce soir, mais qu'on aura sans doute la semaine prochaine, qui est passé aussi par le Racing Besançon et qui est sans doute l'un, allez je vous donne encore un indice, l'un des
l'un des plus anciens en Ligue 2 en tous les cas. Donc regardez bien, trouvez et puis appelez-nous 03 81 50 67 51. Donc un beau cadeau, 2 places pour vous et la personne, enfin une place pour vous et la personne de votre choix. Donc c'est un très joli cadeau. On va s'intéresser à la Ligue 2, mais avant de venir au FCSM, on va faire un petit tour de quelques actualités que j'ai relevées dans cette Ligue 2 avec l'AJ Auxerre. L'AJ Auxerre, vous savez, qui a été racheté par monsieur Jacques Zou, qui a mis de l'argent dans le club et qui a nommé en tant que président Francis Graille, rappelez-vous, l'ancien président du Paris Saint-Germain, qui est actuellement à la tête de cette équipe de l'AJ Auxerre. On va écouter un petit peu la conférence de... Enfin, pas la conférence de presse, mais l'interview plutôt qu'avait donné Jacques Zou. Et on pourra peut-être faire un parallèle avec... pas avec celle de Monsieur Lee, parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication. Et là, c'est un peu ce qu'on peut regretter de la part du club Sochalier, en tout cas du dirigeant Monsieur Lee. Et là, Jacques Zou revient justement sur ce qu'il a envie de faire avec l'AJ Auxerre. Bon, vous allez voir, malgré la visite qu'il va proposer aux touristes de l'AJ Auxerre, il y a aussi également, on parle forcément argent, et la vision qu'a justement l'actionnaire chinois d'Auxerre. Bonjour, déjà, est-ce que vous confirmez l'achat par votre société des parts de Madame Limido? On a déjà signé le SP1, donc je crois que c'est déjà conclu. Voilà. Donc vous confirmez? Oui, voilà. C'est pour confirmer. D'accord. Pourquoi vous intéressez-vous à l'AJ Auxerre? Premièrement, c'est par histoire de Auxerre, parce que comme M. Joe qui connaît le football par cantonat, ouais. Donc, sachant que comme ça, et Auxerre qui est très intéressé pour M. Joe. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? On a parlé de l'attrait pour la... Le plus important, c'est le centre de formation à Auxerre. Et pourquoi? Quelles sont vos idées? 为什么看重欧塞尔青训体系的？你的想法是什么？两个原因，一个很重要的原因是中国现在足球正在快速的发展，那么中国足球需要学习全世界各个国家、各个地区。Premièrement, parce qu'en Chine, le football c'est en train de développer, donc les Chinois qui ont besoin de l'expérience de l'étranger pour le coach et aussi les joueurs. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Auxerre premièrement pour le centre de formation. 第二个原因就是中国的市场，它可以和欧塞尔完美的对接起来。因为欧塞尔它是一个非常具有一个文化和历史的一个古镇，也是一个著名的一个葡萄酒的产地。Deuxièmement, pour échange avec l'Auxerre, sachant que l'Auxerre c'est non seulement le centre de formation, et aussi autour il y a le Bourgogne, le vin, tout ça, on peut bien faire les deux pays, on échange les cultures, voilà. Ça veut dire que c'est quelque part une porte d'entrée, c'est aussi faire du business, voilà, ou pas? En dehors du foot, est-ce que c'est une des possibilités? 其实对我们来讲，我觉着投资这边的商业的可能性，现在我还没有考虑，因为最重要的，我想还是在足球的青少年训练方面。因为随着这种足球青少年训练的推广，它会让很多的中国人了解法国足球，了解欧塞尔，所以我相信会给这个地区带来一种文化和体育上的一种。Pour le business, on n'a pas pensé maintenant vraiment, parce que sachant que le plus important c'est le centre de formation, donc pour faire connaître Auxerre en Chine et aussi centre de formation faire connaître en Chine, donc c'est notre idée principale. Et après, pourquoi pas amener les touristes ici pour visiter Auxerre, parce que c'est quand même une ville très jolie, il y a beaucoup de monuments historiques. James qui a pensé qu'on voudrait augmenter le capital, c'est-à-dire on investit l'argent à Auxerre, le club d'Auxerre, c'est parce qu'on a le but, c'est-à-dire qu'on veut remonter en Ligue 1. On veut faire une équipe professionnelle en Europe, donc pour cette but-là, on doit investir l'argent.
Parce qu'on a besoin d'argent pour remonter en Ligue 1, pour faire l'équipe professionnelle. Mais forcément en augmentant le capital. Oui. Voilà, c'est sûr. Oui, voilà, ça c'est sûr. Ouais. Sinon, c'est difficile. Hein. Ouais. L'une des dernières questions, combien êtes-vous prêt à mettre? Oui. Voilà. Vous précisez peut-être le montant minimum que vous souhaitiez investir. 2 millions par an, montant minimal. C'est minimum. Ça veut dire que vous êtes prêt à investir plus ou pas? C'est aussi l'un des souhaits de l'association. Alors, ce sont des discussions, mais l'association dit 2 millions d'euros par an, ça ne suffit pas pour être ambitieux. Est-ce que vous êtes prêt à mettre plus ou pas? Oui, on va investir bien sûr beaucoup plus que ça. Ouais. Beaucoup plus que 3 fois 2 millions sur 3 ans. En fait, 6 millions pour 3 ans, c'est un engagement. Donc c'est un chiffre de 2 millions, c'est minimum. Oui. Voilà. Mais vous comptez investir, vous envisagez? Oui, en fur et en mesure, on va faire investir beaucoup plus que ça. Voilà. Tout dépend ce qu'on a besoin. Tout dépend ce dont on a besoin. Oui, c'est sûr que 2 millions d'euros, c'est un petit peu léger. Ils avaient peut-être pas. Bon, ils ont envie d'investir un peu plus. Vu les recrues qui arrivent, en tout cas pour le moment, on sent qu'il y a un investissement, certain. Après, on verra dans les faits ce que ça donne. Après, c'est le terrain qui décidera en tous les cas. Mais c'est vrai que je voulais faire un petit parallèle par rapport à ce qui se passe à l'actualité socialienne du moment avec tout ce qu'on entend sur l'Edus, l'actionnaire, l'Edus France, qui est une filiale du groupe TechPro. Donc, ce n'est pas le groupe TechPro qui est en tout cas en liquidation judiciaire. C'est l'Edus France, mais c'est vrai que c'est jamais très bon et ça peut être inquiétant en tous les cas quand on s'aperçoit que l'actionnaire du club demande un prêt au FCSM d'1,5 million et que le conseil d'administration a logiquement et très logiquement refusé. Donc on peut un petit peu s'inquiéter. On peut se dire aussi qu'on n'a peut-être pas pris le meilleur des actionnaires. Et ça, je pense que Peugeot est peut-être allé vite en besogne. En tous les cas, il fallait peut-être attendre encore un petit peu et trouver vraiment le véritable actionnaire qui est prêt à s'engager. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas pour le moment, les salaires sont versés, ils sont payés. On est passé au vert devant la DNCG, mais il est vrai que pour l'avenir, ce n'est pas forcément rassurant. Après, on verra si l'actionnaire, M. Lee, veut encore garder le club ou s'il veut le céder. Et j'espère en tout cas, s'il souhaite le céder, qu'il y aura d'autres actionnaires qui seront intéressés par le FCSM, car c'est quand même un club historique et on n'a pas envie qu'il disparaisse. Et moi, le premier. Alors, on va prendre des nouvelles du Gazélec Ajaccio. Ça, le Gazélec Ajaccio, vous savez très bien que c'est Albert Cartier qui est parti du côté du Gazélec avec des anciens socialiens qui reviennent, comme Damien Perkis qui a signé aujourd'hui pour 3 saisons. Il a 33 ans, on le connaît très bien du côté de Sochaux. Il était parti du côté de la MLS au Toronto. Ensuite, il est revenu du côté de Nottingham Forest en Championship. Et là, il revient en France au Gazélec Ajaccio. On est content de le revoir en tous les cas sur les stades de Ligue 2. Ça va nous faire plaisir de le revoir à Bonal. On aurait préféré que ça soit dans l'équipe socialienne, mais c'est Albert Cartier qui l'a fait venir du côté du Gazélec. Il va former sans doute une belle paire de défenseurs centraux avec Jérémy Bréchet, ancien socialien, lui aussi. Et on va l'écouter, Albert Cartier, qui est revenu sur ce premier match amical. Ils ont disputé un match amical comme le FCSM face à une sélection. Et là, c'était l'AS Furiani et gagné, remporté 3-0. Mais ensuite, il y a une rencontre avec les supporters, entre joueurs et supporters, en bordure de mer. C'est plutôt assez sympa. Et il dit justement, lui, ça fait 40 ans qu'il est dans le football et il n'avait encore jamais vécu ça. Di palmo e in bianca l'orizzonte, portato da un mare peregrino eterno, quelle neve che stanno appese ai monti. Je sais que vous tournez la tête parce que vous voulez esquiver mon micro. Comment ça se passe? Je pense que tout le monde est content et on a réussi à rassembler une partie de la grande famille du Gazélec. On a beau être professionnel depuis 6 ans, 7 ans, on est un club familial, on est un petit club. C'est notre force que tout le monde soit unis et tous ensemble. Insupportable. Nous, on a cet objectif d'être un club de supporters,
derrière le club, derrière les dirigeants, derrière les joueurs. L'image qu'on renvoie ce soir, c'est que le club vit bien, que tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie. Et c'est comme ça, je pense, unique, qu'on va pouvoir avancer et aller très loin. Monsieur Cartier arrive avec un nouveau staff, il y a des nouveaux joueurs. Donc nous aussi, c'est un peu pour ça que l'on a fait ça, pour leur souhaiter la bienvenue et les mettre à l'aise d'entrée. C'est des bons moments ensemble, ça permet aussi aux joueurs de voir à qui ils ont affaire. Après oui, pour avoir discuté avec eux, ils m'ont dit que le stage s'était super bien passé. Apparemment ils bossent beaucoup et là je vois, ils se mélangent. On ne sait pas qui est le joueur, qui est le dirigeant, qui est le supporter. Donc j'espère en tout cas que la mayonnaise va prendre vite, ça serait sympa. Ouais. C'est la première fois que je vis ça en 40 ans de football, donc forcément ça me touche et puis je me rends bien compte que comme je l'ai dit ici rien n'est pareil. Voilà. Au Gazélec, rien n'est pareil. Et ça, il faut qu'on le garde parce que c'est cette authenticité, cette différence qui doit faire notre particularité. Voilà. Les compagnies sont... Eh ben oui, c'était Albert Cartier, vous l'avez tous reconnu, et qui est du côté du Gazélec Ajaccio. C'est une rencontre avec les supporters, une rencontre apparemment très sympathique. Et Albert Cartier, on l'aura dans cette émission. Je vous en fais la promesse. On communique encore à l'heure actuelle avec l'entraîneur du Gazélec. Donc voilà, c'est quelqu'un qui j'ai beaucoup d'estime et on l'invitera dans cette émission pour venir nous parler justement de sa nouvelle aventure qui commence du côté du Gazélec Ajaccio. On reste en Corse avec un autre club corse qui est lui plus dans la tourmente que le Gazélec. On va parler du Sporting Club de Bastia, qui, vous l'avez tous vu, va sans doute être rétrogradé en National 1. Il lui reste une semaine pour trouver 10 millions d'euros, donc c'est quand même une somme. Et il est vrai que dans un communiqué que s'est procuré France 3 Corse via Stella, les dirigeants Jean-Marc Ettori, Pierre Ferracci, Léo Luciani et Olivier Miniconi, les présidents de Tours, du Gazélec également, ils se sont adressés aux dirigeants de la Ligue professionnelle de football pour réintégrer le Sporting Club de Bastia en Ligue 2. Alors vous allez me dire, ça va se passer comment voilà, c'est les présidents du Tours FC, du Paris FC, de l'AC Ajaccio, du Gazélec Ajaccio, alors que le Paris FC lui est rétrogradé si Bastia descend, donc c'est quand même assez sympathique de leur part en tout cas. Et dans un communiqué qui a été envoyé justement à France 3 Corse, ceux-ci ont demandé de démarrer le championnat de Ligue 2 à 21 au lieu de 20, ce qui permettrait en tout cas au Sporting Club de Bastia de récupérer les droits télé 7 à 8 millions d'euros pour justement permettre que le club corse, en tout cas en partie, soit sauvé financièrement. Et c'est vrai qu'en concertation avec Gilles Simeoni, président de l'exécutif de la collectivité territoriale de Corse, et Jean Dominici, chef de file des investisseurs dont la crédibilité est incontestable, et conscient de leur responsabilité face au risque de disparition d'un élément essentiel du patrimoine sportif insulaire. Et il est vrai que les présidents ont demandé que le club corse reste, en tout cas soit réintégré comme ceci, parce qu'il y a quand même beaucoup d'emplois à la clé. Il n'y a pas que les joueurs. Les joueurs, eux, retrouvent un club, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a aussi des salariés du club qui risquent de se retrouver au chômage. Et c'est en tout cas toujours navrant. Et on va écouter justement la réaction de tous ces repreneurs et ce qu'ils en disent, et notamment un salarié du club également qui en parle. Ils ont tranché. Avec un plan de sauvetage du Sporting de 5 millions d'euros, les 11 potentiels repreneurs du club investiront en Ligue 2, sinon rien. Pour Bastia, c'est soit la Ligue 2, soit la mort. Soyons clairs, notre projet n'a pas été reçu, il n'a pas été examiné par la fédération. Elle ne veut pas l'examiner. Elle devrait pourtant l'examiner parce qu'elle peut le faire. On peut jouer à 21 sans reléguer personne. C'est prévu par les textes, ça s'est déjà vu. Sans droit télé et avec un déficit de 24 millions d'euros selon nos sources, le maintien de Bastia en National 1 ne serait donc pas viable et les enjeux ont largement dépassé le contexte sportif. C'est plus que le politique qui peut le régler. C'est notre seul espoir. Parce qu'il faut penser, je me répète, aux 75 familles, c'est un enjeu très politique. Selon nos informations, des réseaux s'activent au plus haut niveau. En concertation avec Gilles Simeoni, ces 4 présidents corses de clubs professionnels en appellent eux aussi dans un communiqué à une Ligue 2 à 21 clubs, car si le Sporting n'est pas repris, c'est aussi l'avenir de plus de 70 salariés qui est en jeu. On s'est concentré sur le sportif et on a oublié aujourd'hui ces gens-là. Alors ces gens-là, aujourd'hui, ils sont toujours là, ils sont au club, ils seront encore au club, quelle que soit la situation. S'il faut venir de façon bénévole, tout le monde sera là. Personne ne lâchera le Sporting.
Pour l'heure, les dirigeants actuels du SCB restent muets. Ils ont même été pris à partie sur les réseaux sociaux à travers des messages et d'anciennes vidéos. Selon plusieurs sources, les dirigeants souhaiteraient constituer un budget suffisant pour repartir en National 1, une situation actuelle très mal vécue. En étant supporter depuis l'âge de 10 ans, j'ai 44 ans, donc 34 ans que je vais au stade, j'ai jamais loupé un match, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et voilà, maintenant on se retrouve comme ça et c'est sûr que ça fait mal au cœur. On est déçus, on est dégoûtés. On aimerait que le Sporting, effectivement, que tout le monde se réveille pour sauver le Sporting. Mais là, ça devient de plus en plus difficile. Les repreneurs attendent désormais la décision finale de la Fédération française de football en début de semaine. Le championnat de Ligue 2, lui, reprend ce vendredi. Et oui, le championnat de Ligue 2 reprend ce vendredi. Avec ou sans le Sporting Club de Bastia, on en saura sans doute plus cette semaine. Après, c'est vrai que ce n'était pas forcément une mauvaise idée de les réintégrer de la sorte en procédant de cette manière. Après, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres dirigeants des clubs, si c'est possible ou pas en tous les cas. On va s'intéresser cette fois-ci au football club du FC Sochaux Montbéliard, votre club, les jaunes et bleus, où on a suivi quasiment... on peut le dire, l'équipe de Sion Sport a suivi quasiment l'intégralité des matchs de préparation, mis à part le match en Autriche. Donc on n'était pas invité à aller du côté de l'Autriche, ça faisait un petit peu loin. Donc on a suivi tous les matchs. Mais avant de parler de ces matchs, on va écouter Alexis De Freitas qui va... Ah d'accord, ok, on me fait signe qu'il est... Le téléphone a bugué, je vais le rappeler juste après si on a le temps. D'accord, ça marche. Donc oui, on a suivi quasiment l'intégralité de toutes les rencontres du FCSM qui a commencé par une sélection régionale. C'était le premier match. C'était du côté du stade René Blum où Sochaux va marquer dès la première minute de jeu par Johan Tousga. Ensuite, il est imité par Andrea Tsima à la 21e minute de jeu. Andrea Tsima va récidiver à la 43e et c'est... ensuite, Lair, le joueur de Baume-les-Dames, à la 52e, qui sauve l'honneur pour cette sélection régionale, qui a donné du fil à retordre aussi à l'équipe du FCSM. En tout cas, c'était une belle opposition. On a aussi Jean de Fuchs à la 71e minute de jeu et Axel Actas, 81e minute de jeu. Alors, je vous dis simplement une chose, surveillez ce jeune joueur, Axel Actas. Alors, je pense que ça sera le futur du FCSM, un joueur très doué techniquement, capable de marquer des buts. Et je pense que ça va être une des, si ce n'est la révélation, en tout cas j'espère qu'il y aura plusieurs révélations cette saison, mais ça risque d'être une grosse révélation cette saison. Et si en tout cas il est à son meilleur niveau, et je n'en doute pas. On a Alexis De Freitas en ligne. On a Alexis De Freitas. Bonsoir Alexis. Alors attendez, le temps de lancer le jingle. D'accord, vas-y. La jeunesse du FCSM. Alexis De Freitas. T'as vu un peu, dès qu'on parle du FCSM, ça y est, moi je veux déjà être dedans, je suis déjà chaud bouillant. N'est-ce pas? Je suis déjà chaud bouillant, j'attends même plus le jingle, c'est parti. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va. Les vacances se passent bien? Non, t'es en vacances là ou tu bosses? Ouais, ça va, bah moi je prends que le 21 août, donc ça va, ouais. Ah bah c'est bien, c'est des grandes vacances, alors profites-en bien. Ouais, c'est ça. Allez, avec toi, on va parler du groupe Élite qui a repris il y a peu de temps. Justement, tu vas nous en parler. On n'a pas vraiment de questions ce soir. On en parlera dans les semaines à venir, quand les matchs reprendront, quand les équipes seront bien rodées. Mais tu vas nous faire un petit tour d'effectifs en tous les cas. Ouais, bah c'est ça. Donc, comme tu l'as dit, la reprise, c'était le lundi 17 juillet pour le groupe Élite. Donc, le groupe Élite, c'est la catégorie CFA2 et la catégorie U19. Donc il y avait des supporters à l'entraînement, donc on a pu voir 33 joueurs, donc on aura 33 joueurs cette année qui composeront les deux catégories. Donc pour parler de l'effectif, ça va être un effectif très jeune, puisqu'on a 9 joueurs nés en 98, 10 joueurs nés en 99 et 14 joueurs nés en 2000. On n'a plus de joueurs d'expérience comme les années précédentes où on retrouvait des Wilson Souprayen, Kader Touré, voire Podé Girassi qui étaient moins âgés mais qui apportaient quand même de l'expérience à ce groupe. Au niveau des nouveaux visages, 4 recrues externes. Donc Théo Bermond qui est un gardien né en 99. Donc pour parler un peu de lui, il arrive du Gap Foot 05. Donc c'est un gardien qui est très bon au niveau positionnement, sortie aérienne et de très bons réflexes.
et qui va chercher à progresser dans son jeu au pied. On a Lorenz Rosier, donc Lorenz Rosier qui est maintenant assez connu des supporters puisqu'il a fait la prépa, le stage en Autriche, on va dire, puisqu'il était venu compenser des blessures. Donc un milieu défensif qui peut jouer défenseur central, un 98 qui vient du Paris FC, un beau profil, notamment en défense centrale, puisqu'il fait quand même 1m90 pour 82 kg, donc il nous manque un peu de taille dans l'effectif pro, donc c'est intéressant. Et c'est un joueur qui a une très bonne vision du jeu, une bonne qualité de passe et qui doit progresser dans sa vitesse d'exécution. Et donc 2 autres recrues, donc Emmanuel François, qui arrive de Torcy, donc c'est un joueur qu'on avait affronté en U17 national l'année dernière, et qui avait fait très bonne impression au Stade Sochalien, donc Michael Vallée et son équipe. Donc on l'a recruté, c'est un milieu gauche, un 2000, un joueur très technique, rapide, bonne vision du jeu, puissant, et qui doit néanmoins progresser dans son repli défensif. Et le dernier nouveau visage, c'était Melvin City. Donc Melvin City, pour parler de lui, c'est un milieu offensif qui vient également du Paris FC, un 2000, qui lui, ses qualités, c'est la technique, et surtout les passes clés, donc la dernière passe avant les buts souvent. Donc des autres nouveaux visages, peut-être qui sont déjà connus, puisque c'était 12 promotions internes, donc c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui viennent de U17, donc on a promu quasiment une équipe, ça s'explique par le fait que l'équipe U17 a fini premier de son groupe l'année dernière et 3e meilleure équipe de France, derrière le PSG et Monaco. Donc pour parler de ces nouveaux joueurs, on a Bariki qui joue attaquant ou numéro 10, Jordan D'Ambrosio attaquant de pointe, Gauthier Guéhin, milieu offensif, Tanguy Guyot, latéral ou ailier droit, Mathis Koums, défenseur central, Maxence Lacroix, défenseur central, Mathis Lagrama, qui est gardien, Gabin Lambolet, qui peut jouer milieu droit ou milieu gauche, Tony Le Sueur, qui lui joue ailier gauche, ailier droit et milieu offensif, il me semble, Adrien Léritier, gardien, Ewan Mann, milieu offensif, et Alexandre Nsakala, latéral droit. Et donc, pour faire un petit tour sur les départs, puisque on a eu pas mal de questions sur les départs, puisque ça a beaucoup bougé cette saison. Donc 15 départs. Donc on a déjà parlé des contrats pro. Les contrats pro, tout le monde les connaît, puisque c'est Axel Actas qui a signé pro jusqu'en 2020, Brian Lasme qui a également signé pro jusqu'en 2020, Aubin Long et Jason Pendant qui ont eux signé jusqu'en 2018. Et les départs externes, donc on a Régis Djoman qui n'a pas été conservé et qui a rejoint Orléans, Fodé Guirassy qu'on pourra retrouver puisqu'il est à l'ASM Belfort, Ibrahima Konaté qui lui est à Leipzig, Sagoun qui est à Sedan. Les autres, on n'en sait pas encore plus sur leur nouveau club. On a Amidou Diallo qui devrait signer entre Brest et le PFC, le Paris FC. Patrick Kiyoubi qui beaucoup l'ont vu à Belfort puisqu'il s'entraîne avec l'ASM Belfort. Alors est-ce qu'il va signer à Belfort? C'est la question, on le verra. Jean-Baptiste Léo, que certains supporters ont remarqué également puisqu'il est avec l'UNFP, buteur contre l'AS Nancy-Lorraine lors de la préparation d'ailleurs. Et les 4 autres départs, Brio, Guillou, Tagouti et Souprayen. Donc on n'en sait pas plus pour ces 4 joueurs. Peut-être que Souprayen va intégrer le staff ou un rôle d'éducateur, puisqu'il me semble qu'il travaillait avec le personnel dans le centre. Donc c'est possible qu'il ait un poste encore au club. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette équipe qu'on peut retrouver pour ceux qui veulent aller les voir à Clamcy, donc au tournoi Paul Nicolas. Donc c'est un tournoi des réserves avec 5 autres réserves. Donc moi j'y serai, donc je vous ferai un petit topo lundi. Mais pour ceux qui veulent venir, c'est gratuit. L'entrée est gratuite, c'est à Clamcy. Donc je vous donnerai plus d'infos pour ceux qui veulent y aller. Mais c'est intéressant parce que c'est un tournoi où ils se confrontent à d'autres équipes pro, d'autres réserves. Et c'est là qu'on voit vraiment le niveau de la formation. L'année dernière, on avait fini finaliste, éliminé au tir au but par Reims. Donc c'est vraiment très accueillant. Donc moi je vous conseille d'y aller pour ceux qui peuvent. En tout cas, l'invitation est lancée. J'espère qu'il y aura bien sûr des Sochaliens présents du côté de Clamcy. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de se confronter à d'autres réserves. Tu l'as justement dit. Ça permet de voir un peu le niveau et de voir où c'est qu'on se situe exactement. Et bien, en tout cas, merci. Puis à lundi prochain là, pour nous faire un petit topo de ce qui s'est passé sur ce tournoi. Oui, on t'entend plus. Je disais, à lundi prochain, on fera le point sur le tournoi. Ça marche, il n'y a pas de souci. À lundi prochain, bonne semaine à toi et bon week-end. Merci, c'est gentil, bonne semaine et à lundi. À lundi. La jeunesse du FCSM, Alexis de Freitas.
Allez, justement, on va revenir sur ces matchs de préparation. On vous a donné les buteurs justement face à la sélection régionale, victoire du FCSM 5-1. Et j'avais recueilli la réaction de Peter Zedler à la fin de ce match. Écoutez. On est avec Peter Zedler. Bon, j'espère que je prononce bien, que la prononciation est correcte. Pas si mal que ça, oui. D'accord, merci. Le nouvel entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard pour ce premier match de préparation face à une sélection régionale, victoire 5-1. L'important c'est aussi la victoire, mais aussi une revue d'effectifs. Oui, c'est toujours important de gagner, même si c'est un match contre une sélection. Mais compliment à la sélection, ils ont vraiment tout donné. Alors c'était engagé, on voulait ça. Alors il y avait de bons joueurs dedans. Quant à notre équipe, le FC Sochaux-Montbéliard, je suis content avec l'engagement, avec la concentration. Après cette première semaine à l'entraînement, on a montré de belles choses, je trouve. Et il y a encore beaucoup de choses à améliorer. On doit progresser, on n'est pas encore prêt. Mais ce qu'on a montré aussi à nos spectateurs, à nos supporters, c'était bien. Il y avait, oui, je ne sais pas, 300, 400, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça montre l'importance de notre club, c'est bien, ça nous motive. Et maintenant, on peut partir à partir de dimanche en Autriche pour continuer notre préparation. Alors moi, je vous ai observé depuis le tour de terrain. Vous poussez toujours votre équipe à aller de l'avant. C'est ça aussi la philosophie de Peter Zedler ? Oui, alors oui, je veux. Alors c'est devant qu'on marque des buts. Alors comme ça, il faut jouer vers l'avant. Mais on a des bons joueurs avec une bonne qualité technique. Maintenant, il faut tout synchroniser. Comment on veut faire ensemble avec le ballon pour récupérer le ballon. Il reste des choses à faire, mais on a déjà beaucoup de qualité dans notre équipe. Et j'espère, et je le sais, pendant les prochains jours, on va encore avoir et dans 3-4 semaines, 3 renforts, c'est très bien. L'équipe en a besoin, l'équipe veut ça et après, on sera compétitif dans exactement 5 semaines. Oui, c'était ma prochaine question sur les transferts. C'est vrai que tout le monde, les supporters sont en attente de savoir les joueurs. Donc vous cherchez un latéral gauche, un milieu, un attaquant, c'est bien ça ? Vous avez bien fait attention, c'est vraiment ça. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a déjà un joueur, peut-être la semaine prochaine, après la semaine d'après le deuxième. Et on attend encore pour le troisième, éventuellement 4e joueur. C'est important aussi pour la quantité. Alors il faut avoir 20-22 joueurs à l'entraînement, c'est important. On n'en est pas encore là. On a des bons joueurs, des jeunes, des joueurs expérimentés. Mais là, bien sûr, on l'a toujours dit et on va le faire. Et il nous manque encore 3-4 renforts. Merci en tout cas, on vous souhaite un bon stage en Autriche et on se reverra pour les prochains matchs de préparation. Merci beaucoup et bon week-end. Alors ça c'était le premier match de préparation. Ensuite il y a eu le match en Autriche face au SC Rheindorf qui lui jouait pour le tour préliminaire de l'Europa League. Et bon, c'était une équipe rajeunie qui a affronté le FCSM, mais il n'empêche que Sochaux a gagné 5-0 avec un doublé de Thomas Robinet 58e et 79e, un doublé d'Axel Acta 65e et 81e. Et Rosier, Laurence Rosier, justement, Alexis De Freitas en parlait tout à l'heure, qui lui a inscrit un superbe but à la 85e minute de jeu. Donc si vous ne l'avez pas revu, allez sur le site officiel ou sur le compte Twitter du FC Sochaux-Montbéliard et vous reverrez cette très belle frappe. Allez, on passe cette fois-ci au troisième match. C'était contre une équipe suisse de Challenge League, c'était le FC Haro. Et Sochaux s'impose 2-0, un but d'Alphonse à la première minute de jeu, et un but de Johan Tousgar à la 12e minute de jeu sur 2 coups de pied arrêtés. Et là, cette fois-ci, vous allez écouter la réaction de Florian Martin à la fin de cette rencontre. On est avec Florian Martin après le troisième match de préparation du FC Sochaux-Montbéliard face à une équipe suisse qui était en avance sur sa préparation. Un match bien maîtrisé en première mi-temps où j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette première mi-temps, remporté 2-0. Justement, quel est votre sentiment sur cette première mi-temps ? De la satisfaction, parce que je pense que par rapport aux 2 premiers matchs, on avait plus de rythme, plus de jambes, et on a senti que l'équipe montait en régime. Donc voilà, je pense que c'était intéressant de ce point de vue-là. En plus, on marque des buts, 2 coups de pied arrêtés. Ça fait partie du jeu aussi. Donc voilà, c'est quelque chose sur laquelle le coach insiste beaucoup. Après, c'est sûr qu'on aurait préféré marquer sur une des occasions qu'on s'est créées dans le jeu, mais voilà, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut continuer sur ce chemin. Ce qui est intéressant, il y a toujours un pressing tout le temps. C'est la philosophie de jeu du coach. Dès qu'on perd le ballon, presser pour vite le récupérer et se projeter vite vers l'avant. C'est ses idées de jeu. Et
tant qu'on arrive à le faire, c'est très bien. Après, voilà, si on se fait transpercer, par contre, ça fait une course de 60-80 mètres vers l'arrière. Donc voilà, ça double tranchant, c'est sa philosophie de jeu. C'est risqué, mais je pense que le risque paye. Et voilà, je pense qu'on est sur une bonne dynamique et il faut continuer. Et puis 2 buts sur coup de pied arrêté qui était aussi une faiblesse la saison dernière du FCSM. Ouais, si on peut continuer à en marquer. On a marqué un sur Faneva contre la sélection régionale. Aujourd'hui, on en marque 2. Donc non, c'est cool et on sait que les coups de pied arrêtés sont très importants dans le football. C'est un tiers début marqué sur coup de pied arrêté en moyenne. Donc ouais, l'année dernière, on n'a pas réussi à en marquer beaucoup. J'espère que cette saison, ça sera différent et qu'on arrivera à être plus performant dans ce domaine. Personnellement, tu te sens comment là, physiquement ? Mieux que la semaine dernière. Après, je ne suis pas à 100%, je le sais. Mais déjà, je ne me suis pas blessé en préparation, c'est déjà important. L'année dernière, l'année d'avant, il y a 3 ans, je m'étais blessé. Cette année, je ne me suis pas blessé, donc c'est déjà un gros point positif pour moi. Et j'espère être prêt plus tôt que l'année passée. Et j'espère apporter ma pierre à l'édifice pour faire une bonne saison. Merci en tout cas, on se reverra mercredi à Besançon. Avec plaisir, ça marche. Eh ben oui, on se reverra mercredi à Besançon et on s'est revu mercredi à Besançon. Mais là, j'ai changé forcément mon interlocuteur. Hein. J'ai pris d'autres joueurs. Et c'était pour le FCSM qui rencontrait Dijon. Bon, défaite des Sochaliens 3-2 avec un but de Benet, 13e minute de jeu pour Dijon. Belmont, un doublé à la 59e et 62e minute de jeu, même si sur le 3e but, il y a beaucoup de choses à redire hein, parce que l'arbitre assistant lève son drapeau. Faisant signe qu'un joueur dijonnais est hors jeu. L'arbitre du centre lui laisse jouer et puis le joueur dijonnais met une sacoche dans la lucarne et puis c'est terminé. Tout le monde s'est arrêté de jouer du côté de Sochaux et en fait c'est Meïté sur penalty, le nouveau joueur, 72e minute de jeu, qui avait en tous les cas marqué le 2-1 et ensuite Tousgar à la 81e lui a marqué aussi son but. Vous allez entendre les réactions de Peter Zedler, Yakou Meïté et Maxence Prévost. Yakou Meïté étant le nouveau joueur du FC Sochaux qui malheureusement s'est blessé sur le match, on va le voir après, du Grasshopper Zurich. 3 semaines d'indisponibilité. On est avec Peter Zedler, le coach de cette équipe sochalienne. Bon, une défaite 3-2, mais franchement il n'y a pas à rougir. Sochaux perdait 3-0 et est revenu à 3-2. C'est ça qu'il faut retenir de cette rencontre ? Ouais, Sochaux n'a rien lâché. Oh, oui, il faut retenir ça, il faut retenir aussi le contenu. Mais on n'est jamais content de perdre, même si c'est seulement un match de préparation. Mais ce qu'on a montré à notre public, à nos supporters, c'est ce caractère, cet enthousiasme, cette volonté de bien faire pour notre club. C'était très important aujourd'hui parce qu'il y avait quand même un public nombreux, beaucoup de Sochaliens. Ça montre l'importance de ce club. Quand même à 3-0, même moi j'avais un peu peur, alors imaginez. Troisième est un peu. Oui, mais quand même, c'est comme ça. Voilà. Mais on a montré vraiment du caractère avec nos principes et on a failli égaliser à la fin. C'est bien, c'est un très bon test, il y a beaucoup de bonnes choses, mais dans 2 semaines, on doit gagner et pour ça il faut quand même corriger quelques détails, des détails importants. C'est vrai que le début de la préparation contre une sélection, là ça va être des équipes quand même un peu plus costauds, on l'a vu avec Dijon, on va le voir avec les Grasshoppers Zurich, et on va le voir aussi également avec Strasbourg pour finir. Oui, alors aujourd'hui c'était un vrai test contre la Ligue 1, alors ils ont montré leur qualité technique dans les contres, dans les dribbles devant, le petit, le grand, alors ils étaient costauds derrière, ils avaient un très bon gardien avec le Roi, comme ça pour nous... À un moment, Sochaux veut monter, alors comme ça on a vu le niveau, même si Dijon c'est pas eu un club qui va se qualifier pour l'Europe, mais c'était un super test avec des conditions extraordinaires ici à Besançon. Tout était parfait, peut-être la pelouse un peu plus arrosée la prochaine fois, ça serait merveilleux. Mais super ici à Besançon, merci. Et je suis aussi content pour notre public qu'on leur a montré qu'on veut tout faire pour le maillot jaune et bleu. Alors c'est vrai qu'on a vu les recrues comme Bakayoko, Meïté, qui ont apporté, qui ont été intéressantes. Est-ce qu'il y aura, c'est ce que les supporters attendent tous, est-ce qu'il y aura d'autres recrues encore également ? Alors là tout à l'heure c'est El Hadjiba qui est arrivé, alors il va s'entraîner avec nous demain. On a vu le deuxième gardien qui est là. On cherche un latéral gauche et après le mercato ça dure jusqu'au 31 août. Mais latéral gauche, El Hadjiba qui joue avec nous, les blessés, Martin, aussi le petit Aktash. Alors comme ça, ça va. Et on a encore 2 semaines, 2 jours. Alors, et on attend notre public nous soutenir pour le premier match contre Bourg-en-Bresse.
On sera là, il n'y a pas de problème. Merci. Tu as été le nouveau joueur du FCSM. Alors comment te sens-tu au sein du club, et bravo pour ton penalty ce soir. Ouais, merci, je me sens très bien, je me suis bien intégré au groupe. Je connaissais quelques joueurs, donc ça a été un peu facile de m'adapter au groupe. Donc on va dire que pour une première, ça s'est bien passé malgré la défaite. Mais bon, on retient que le positif, c'est le plus important pour être prêt pour le match de championnat. Je pense que c'est ça qui compte le plus. Oui, maintenant il va falloir trouver des automatismes avec tes autres partenaires, parce que c'est pas évident, tu viens d'arriver, ça se passe bien. Ouais, tout se passe bien, mais comme je disais, le coach il a mis un système de pressing, ce qu'on faisait déjà en Angleterre, donc je suis pas perdu entre guillemets, on va dire. Donc il faut juste que je m'adapte maintenant à la Ligue 2, sachant que c'est ma première année en France. Donc je pense qu'avec l'aide des coéquipiers, ça va le faire au plus vite, j'espère bien. C'est vrai que ce pressing demande aussi beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, c'est pour ça que je pense qu'il faut marquer dans les 20-25 premières minutes. Parce que l'adversaire, on essaie de les presser le plus vite possible et très haut. Mais on ne peut pas le faire 90 minutes. Donc c'est bien de marquer tout au début pour essayer de maintenant reculer et attendre, on va dire, un peu l'adversaire. Et donc voilà, ça n'a pas marché aujourd'hui, mais on a essayé de presser tout au long de la première mi-temps, ce qu'on a bien fait. En deuxième mi-temps, il y avait un peu de fatigue, mais après je suis rentré et d'autres joueurs sont rentrés. Et on a perdu 3-2, mais on a laissé beaucoup d'énergie. Donc on peut pas s'en vouloir, à part les actions qu'on aurait pu marquer. Oui, Sochaux, en tout cas, n'a pas baissé les bras et est revenu en fin de match. C'est aussi ça qu'il faut retenir. Ouais, c'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir que le positif. Comme j'ai dit, c'est des matchs amicaux, on est encore en préparation. Le plus important, ce sera le 28 pour le compte de la première journée. Donc je pense que si on joue comme ça, il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui pourront nous battre si on laisse beaucoup d'énergie dans un match. Donc je pense que ça peut le faire. On l'espère, c'est vrai qu'on voit que tu es véloce, que tu provoques, c'est aussi ça ton jeu? Ouais, c'est aussi ça mon jeu depuis le PSG, j'ai pas changé. Après voilà, je suis parti en Angleterre, c'était pareil. Donc mon jeu il est basé sur la vitesse, sur la puissance et sur le pressing comme le coach il nous demande de faire. Donc je suis pas perdu et je m'entends bien avec les coéquipiers, j'espère que ça va continuer. On l'espère aussi, merci en tout cas et bienvenue à Sochaux. Avec Merci. Maxence Prévost, après ce match contre Dijon, perdu 3-2, un match où Sochaux perdait 3-0, on savait que c'était une équipe d'un autre calibre, c'est la Ligue 1, mais en tout cas Sochaux a bien joué, a bien remonté en fin de seconde période. Bon, finalement, quelle est ton analyse? Non, c'est sûr qu'au bout du troisième but, peut-être que tout le monde se dit que c'était mort, mais nous, on n'a pas abdiqué. Le premier but nous a bien remis dedans, ensuite on marque à 10 minutes de la fin, et voilà, là on a essayé de pousser, on n'a pas réussi à marquer le troisième. Dommage, mais bon, ce qui était important dans ce match, c'est qu'on a réussi à tenir tête à une équipe de Ligue 1 quand même. C'était un bon match de notre part, à 2 semaines de la reprise. Mais voilà, maintenant il nous reste 2 matchs et on va bien essayer de finir cette préparation pour bien entamer le championnat. C'est vrai, bon, maintenant tu es le gardien numéro 1. Comment justement tu te sens physiquement? Est-ce que ça va bien? Ouais, physiquement ça va très bien. J'ai une bonne sensation depuis la reprise. Voilà, on prépare une saison qui va être longue et compliquée, on le sait très bien, mais voilà, on se prépare pour ça. Voilà. Merci en tout cas. Alors, je ne sais pas si tu as des nouvelles d'Olivier Van, si tu peux nous en donner, si tu en as. Ouais, je l'ai vu à la reprise de l'entraînement. Ça allait pas, la forme, elle n'était pas très, elle n'était pas en place, mais bon. C'est sûr, après une grosse blessure, ça fait 1 an qu'il est éloigné des terrains, donc ça commence à être long pour lui. Ouais, on est tous avec lui, on donne beaucoup de courage et j'espère qu'il va revenir sur les terrains. En tout cas, on est tous avec lui. Merci, Maxence. Bah oui, on est tous avec Olivier Werner. D'ailleurs, on le salue très amicalement et on espère qu'il reviendra en tout cas sur les terrains ou ailleurs, mais on pense très fort à lui. Allez, il y avait un dernier match, on s'est déplacé, oui, Soyons Sport s'est déplacé en Suisse du côté du GC Campus, c'est le camp d'entraînement des Grasshoppers de Zurich, dans un match amical où il y a eu 2 cartons rouges quand même à souligner, pas si amical que ça, avec des Suisses qui eux préparaient le derby face au FC Zurich. D'ailleurs, le FC Zurich s'est imposé aux Grasshoppers 2-0 pour information. Et on a suivi cette rencontre où le FCSM s'est incliné 2-1, 2 buts en première période, il n'y a rien à dire, les Suisses étaient plus forts que nous. En condition, en tout cas sur le plan physique, ils étaient là.
Après, ils ont chatouillé 2-3 petites chevilles, ce qui a nécessité l'expulsion de Florian Tardieu. C'est vrai qu'ils étaient vraiment en mode, on va dire, cassage. Et c'est vrai que ça s'est mal terminé. Un carton rouge pour le Suisse, un carton rouge pour Florian Tardieu. On va écouter justement l'analyse de Florin Béranguet, le milieu de terrain socialien à la fin de cette rencontre, et de Peter Zedler, qui lui connaît bien ce football suisse, puisqu'il était l'ex-entraîneur de Sion. Et on est avec Florin Béranguet après cette défaite du FCSM face aux Grasshoppers de Zurich qui eux vont reprendre leur championnat dans moins d'une semaine. Un match compliqué, un match costaud, très viril par moment. Quelle est ton analyse justement de cette rencontre ? Oui, voilà, c'est ça. C'était un match bien engagé. Comme on a dit, eux démarrent la semaine prochaine le championnat, donc physiquement ils sont, je pense, plus près que nous sur ce match-là. Nous, en plus, on avait joué il y a 3 jours, donc on manquait un peu de fraîcheur physique. Et après, ça, c'est une équipe suisse-allemande, hein, comme disait le coach. Ils ont beaucoup de rigueur là-bas, c'est beaucoup les duels, etc. Et on l'a vu déjà en première mi-temps, puis sur la deuxième mi-temps, sur des actes un peu, je pense, qui n'ont rien à faire dans le foot, sur certaines fautes, et ça a fait déraper le match, donc c'est dommage, parce qu'après, on n'était plus trop concentré dans le fait de revenir, je pense, au résultat, et on avait un peu la tête ailleurs, ça partait un peu en n'importe quoi, donc voilà, pour la fin de match, c'est compliqué. Comment tu te sens personnellement au niveau physique, tout va bien ? Ouais, physiquement ça va parce que j'ai pu beaucoup courir lors de ma rééducation. Maintenant, j'avais encore quelques gènes la semaine dernière qui commencent un peu à partir. On ne voulait pas reprendre de risques ce soir, on joue un peu plus. On démarre sur 30 minutes. En fin de match, je recommence à réagir. Ça réagit mieux déjà que mercredi contre Dijon où j'avais un peu des douleurs à la fin du match. Là, ça a été. Donc là-dessus, c'est du positif. Donc maintenant, repos demain, puis bien préparer la semaine prochaine pour voir après avec le coach comment ça se passe et essayer de grappiller encore un peu plus de temps de jeu pour essayer d'être le plus près possible et d'être prêt le plus rapidement possible. Merci en tout cas et puis bonne continuation pour se verra sans doute à Colmar. Ça marche. Avec Peter Zedler après cette défaite face aux Grasshoppers de Zurich 2-1, un match costaud, très viril par moment, juste en fin de match. Quelle est votre analyse ? Oui, vous l'avez dit, oui, c'était très viril. Alors à mon avis, c'était trop agressif à la fin. Alors bien sûr, ils ont leur premier match contre l'autre équipe de Zurich qui c'est très très agressif, mais bon, alors on va rencontrer les mêmes situations pendant la saison, comme ça c'était un bon test. Pour le match, on était quand même pas très bien dans le match, il y avait trop de distance pour l'adversaire, c'est peut-être aussi la fraîcheur qui manque à ce moment de la préparation. Mais on a vu comment on ne peut pas faire, c'est clair. Mais deuxième mi-temps, pas seulement la force mentale de cette équipe, de ce groupe, mais aussi dans le jeu. Tactiquement, on était beaucoup mieux. Comme un peu contre Dijon, même un peu plus aujourd'hui, on aurait dû marquer le 2-2. Ce qui me gêne, c'est maintenant quand même les blessés après quelques agressions. Mais la blessure la plus grave, c'est notre Maïté. C'était pas une faute, mais lui, c'est musculairement. C'est dommage, mais bon, il faut faire avec maintenant. J'espère que les autres reviennent. Maintenant, il faut vraiment bien récupérer. Et après, on va partir en stage et bien préparer la suite de la préparation et régler. Oui, ce sont des détails, mais ce sont des choses importantes pour réussir. C'est vrai qu'il reste un match de préparation face à Strasbourg le vendredi 21 juillet. Est-ce qu'à cette occasion, on va avoir une équipe type sur le terrain pour cette dernière rencontre ou il va y avoir encore du tournoi ? Non, il n'y a pas seulement 11 titulaires, c'est clair, il y a beaucoup plus. Mais bien sûr, on va prendre le match contre le Racing comme un match officiel, pas comme un match de test. Alors on a testé les 2 derniers matchs, alors pour le temps de jeu, pour bien répartir le temps de jeu, c'était important. Là contre le Racing, c'est l'équipe qui pourrait commencer la semaine d'après, même s'il y a toujours possible de faire 1, 2, 3, voire 4 changements. Mais avant ça, avant le match contre Racing, de bonnes séances et un bon stage près de Fribourg en Allemagne. Merci en tout cas et puis bonne continuation et à vendredi prochain. Oui, à vendredi prochain, c'était du côté du Colmar Stadium où un déluge de pluie nous est tombé dessus, un gros orage. Et puis on a pu suivre cette rencontre où Sochaux menait 2-0. Avec un but de Alphonse et ensuite en seconde mi-temps c'est finalement les Strasbourgeois qui ont renversé la vapeur grâce à Nuno da Costa, l'ancien attaquant de Valenciennes, avec Liénard aussi, avec Berdic, le nouveau joueur. Enfin notre latéral gauche, on l'a trouvé, il était là, il est rentré dans ce match,
Il a provoqué un penalty qui pour moi je juge très très sévère, je ne l'aurais pas sifflé, mais bon, c'est comme ça, l'arbitre a sifflé. Et finalement, Strasbourg s'impose 3-2. Alors, à partir de ce match, on peut se dire, bon, ça y est, Sochaux est retombé un petit peu dans les travers de la saison dernière, c'est-à-dire qu'on mène 2-0, on s'endort un petit peu, et puis l'adversaire en profite pour mettre un coup de collier et nous planter 3 buts. Donc, vous allez écouter la réaction de Peter Zedler à la fin de cette rencontre. Lui, ça le gêne. Moi aussi, ça me gêne un petit peu. Vous allez écouter justement ce qu'il en a pensé de cette rencontre. On est avec Peter Zedler après la défaite contre Strasbourg 3-2, alors que Sochaux menait 2-0. Une bonne première mi-temps, un bon début de deuxième mi-temps, et ensuite, ça a été un peu plus compliqué. Oui, alors tout au début du match, on avait aussi quelques petits problèmes, et après on avait à la 55e minute avec le deuxième but le contrôle complet, mais exactement à ce moment-là, on a marqué, on a presque complètement relâché, on a oublié nos principes, et après c'était assez logique qu'on allait subir. Bon, après on a 3 buts contre nous. Bon, heureusement que ça s'est passé aujourd'hui, alors comme ça on peut encore corriger, mais les 30 dernières minutes, on ne peut pas faire comme ça. Bon, il reste une semaine avant le premier match contre Bourg-Péronat. Vous n'êtes pas forcément inquiet après cette défaite? Pas du tout, alors parce qu'on a vu que ça fonctionne. On a très bien vu comment ça fonctionne, mais il faut toujours respecter nos principes, il faut toujours respecter dans le jeu. Ça, on n'a pas fait. Après, le Racing, il a de très très bons joueurs qui étaient à ce moment trop rapides, trop dangereux pour nous. Comme ça, on a perdu. Oui, ça me gêne, ça nous gêne tous, mais c'est pas encore trop grave parce qu'il n'y a pas encore des points. Les premiers points, c'est la semaine prochaine et on veut les garder chez nous. D'accord, merci Peter Zedler. À la semaine prochaine. On veut les garder chez nous et on espère qu'ils seront chez nous les 3 points. Mais en tout cas, il ne faudra pas refaire cette seconde période. Si on veut remporter ce match face au Football Club Bourg-en-Bresse-Péronaz d'Aurélien Fèvre. Et d'ailleurs, je vais vous reposer la question. Il y a des places à gagner pour FCSM Bourg-en-Bresse-Péronaz. Alors, personne ne veut de ces places. C'est quand même important. C'est le premier match de la saison du FCSM. Donc, si vous voulez soutenir le club, eh bien, allez prendre votre téléphone, prenez votre téléphone, composez, ça ira mieux si je remets les bonnes phrases dans le bon ordre. Composez le 03 81 50 67 51, c'est tout simple. Et puis, vous remporterez vos places pour FCSM FC Bourg-en-Bresse Péronaz. Ce serait dommage de passer à côté car c'est un très beau cadeau. Eh bien oui, on va s'intéresser justement après avoir vu tous les matchs de préparation, toutes les réactions des joueurs et également de l'entraîneur Peter Zedler, qu'on remercie d'ailleurs d'être intervenu à chaque fois à la fin de ces rencontres. On va vous donner justement tous les joueurs qui sont arrivés du côté du FCSM avec Lorenz Atti Ziggy, le gardien ghanéen qui lui est arrivé cette saison, un jeune gardien prometteur, je l'ai vu plusieurs fois à l'œuvre et c'est vraiment un très bon gardien. Et ensuite, on a enfin trouvé notre latéral gauche, Zakaria Berdic, que j'ai trouvé très en jambes contre Strasbourg. Bon, malgré ce penalty provoqué très très sévère, je trouve qu'il est très en jambes. En tout cas, il a dû s'entraîner à côté et garder la condition physique parce que, comme je vous le dis, il était vraiment très très en jambes. On a aussi Patrick Cap, l'Allemand. Alors après, on ne sait pas s'il va rester ou pas. Moi, je l'espère parce que c'est un joueur qui n'est pas forcément très bon dans la relance. Mais en tout cas, il est dur sur l'homme et c'est ce qu'il nous faut. Et ensuite, on a aussi El Hadji Ba. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de compétition. Il est arrivé très récemment et c'est vrai que le championnat norvégien s'est terminé assez tard. Donc, il n'a pas forcément eu beaucoup de vacances. Donc, je pense qu'il va sans doute accuser le coup, mais il va lui falloir quelques matchs pour se remettre au niveau. On a également Axel Bakayoko qui lui arrive de l'Inter de Milan. Il est prêté par l'Inter de Milan sans option. C'est un joueur qui va très vite. Il a marqué d'ailleurs contre Strasbourg un très joli but. Et j'espère en tout cas qu'il va nous faire beaucoup de bien devant. Ensuite, il y avait Yakou Meite, un joueur très physique, très véloce, très costaud. Et qui malheureusement s'est blessé contre les Grasshoppers de Zurich, un claquage, indisponibilité 3 semaines, et Faneva Andriatsima qui lui est bien sûr déjà au club, mais qui lui s'est blessé contre Strasbourg. On parle d'un mois d'indisponibilité, j'espère que ça sera quand même moins pour l'attaquant de Madagascar, à qui on tient beaucoup et qui est un des meilleurs buteurs du club
cette saison. Je pense que j'ai oublié personne, je ne pense pas. Si, j'en ai oublié un, car c'est arrivé aujourd'hui. C'est Aldo Kalulu, qui est socialien, un ancien attaquant formé à l'Olympique lyonnais, âgé de 21 ans. Il est né le 21 janvier 96. Alors, c'est pas forcément un grand gabarit, 1m66 pour 66 kg. En tout cas, tout est calé. 1m66, 66 kg. En tout cas, c'est un joueur qui va très vite. Il était prêté la saison dernière au Stade Rennais. Il a joué 14 matchs et marqué un but. On espère en tout cas, je pense que c'est une très bonne recrue pour le FCSM. En tout cas, il tenait à venir à Sochaux. Il était pisté aussi par le RC Lens et d'autres clubs. Mais il a voulu venir à Sochaux. Preuve que le discours, en tout cas, de l'entraîneur et des dirigeants sochaliens ont abouti et il est en photo sur les sites officiels. Il est sochalien. Il est prêté pour une saison sans option d'achat par le club lyonnais. Je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire sur le FCSM. On va s'intéresser quelques minutes, on va parler aussi des clubs en National 3, parce que tout à l'heure Alexis De Freitas a dit CFA2, mais en fait maintenant il faut dire National 3. National 1 c'était le National. National 3 c'était l'ancien CFA2, National 2 c'est la CFA, avec les clubs que l'on va inviter ici au fur et à mesure. On était du côté du Racing Besançon face au FC Courgenay, c'était du côté de Passavant, du stade Jean Binet, où le Racing Besançon s'est imposé assez largement 11-4. On a vu du bon football avec le Racing Besançon avec pas moins de 8 arrivées du côté des Racingman. Donc ça promet aussi de belles choses pour l'avenir, parce qu'il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle ambition qui se met en tout cas en route avec un nouveau président, Roland Girard, un nouvel entraîneur, Alexandre Pep, qu'on a eu plaisir à rencontrer à la fin de cette rencontre et qui nous a donné son sentiment sur la rencontre. Difficile bien sûr de juger après un premier match de préparation. Et vous allez justement écouter Alexandre Pep qui était donc à mon micro après cette rencontre soldée par un score fleuve. On est avec Alexandre Pep, le nouvel entraîneur du Racing Besançon, après le premier match de préparation face au FC Courgenay, club de 4e division suisse, sur le score de 11-4. Il y a eu des buts dans cette rencontre, des buts encaissés. Quelle est ton analyse sur cette rencontre ? C'était une première rencontre amicale, une première sortie pour nous. Il y a 20 joueurs qui ont participé à cette rencontre. Le score a été assez fleuve, il y a eu beaucoup de buts marqués, beaucoup de buts encaissés aussi, donc il n'y a pas franchement d'enseignement à en tirer, sauf que ça fait une bonne séance d'entraînement pour les joueurs. Aujourd'hui, c'était si on compte ça comme une séance d'entraînement, notre 6e séance de la semaine. Donc il y a beaucoup de fatigue qui s'est accumulée. Et les seuls enseignements qu'on peut en tirer, c'est qu'on n'a pas eu de blessés et que les joueurs se sont dépensés pendant 90 minutes. Et voilà quoi. Après pour le reste, pour le score, pour l'animation défensive, offensive, on est au départ d'une très longue aventure, donc on a très peu d'enseignements à en tirer. Voilà, c'est important d'avoir gagné, on ne peut pas le négliger, mais c'est aussi désagréable d'avoir pris 4 buts. Et voilà ce qu'on peut dire pour la première rencontre amicale. Voilà. Alors, quelle est l'ambition cette saison du Racing Besançon ? On sait que la saison dernière a été compliquée. Quelle est justement la feuille de route des dirigeants byzantins ? On est en pleine reconstruction. Voilà, on a un nouveau président qui est arrivé au mois de mars, au mois d'avril, un nouvel entraîneur, donc moi-même qui vient d'arriver, une équipe qui a terminé avant-dernière du championnat passé. Tout ça à l'intérieur d'un grand club. Donc il ne faut pas tout mélanger parce que ce grand club doit avoir de l'ambition, mais l'équipe est en pleine reconstruction, donc c'est dur de parler de reconstruction et d'ambition simultanément. Il y a beaucoup de travail à faire sur le sportif et ça va prendre du temps, ça va demander beaucoup de temps, beaucoup d'efforts de la part des joueurs, de la part du staff, de la part du comité directeur. Et l'ambition pour cette saison, je dirais, c'est de retrouver une identité de jeu Racing Besançon. Et les ambitions sur les 3 prochaines saisons, ça sera de retrouver le CFA. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de résultats, d'ambition, de résultats, de classement. Pour l'instant, c'est vraiment de reconstruire une équipe compétitive pour la saison et pour les saisons prochaines. Il y a eu beaucoup de recrues cette saison. Pas loin de 8, je crois que c'est ça, à peu près. Ouais. Il va falloir aussi trouver des automatismes dans l'équipe. Voilà, il y a eu 8 recrues pour apporter de la qualité et de la quantité. Et comme vous venez de le dire, recrues demande
adaptation, s'adapter aussi aux nouveaux joueurs, aux anciens joueurs, pardon. Les anciens joueurs doivent s'adapter aussi aux nouveaux. Donc ça va demander du temps, du travail, des automatismes. Et puis plus vite on y arrivera à trouver des automatismes, plus vite on aura de résultats. Mais voilà, il n'y a pas péril dans la demeure, il faut prendre le temps de travailler, s'installer, travailler sereinement. Et puis j'ai beaucoup d'espoir à moyen long terme, j'ai beaucoup d'espoir. Ouais. C'est vrai que le championnat reprend que le 19 août. Quel est le prochain match justement pour le prochain match de préparation pour le Racing? Donc on reçoit Pagny-sur-Moselle dimanche prochain à 15h au Stade Léo-Lagrange. Donc ça sera notre première sortie sur notre pelouse. Et voilà, on aura une semaine de plus dans les jambes d'entraînement. Et on va se rapprocher tout doucement de la reprise du championnat le 19 août. Et ça sera l'occasion aussi de voir certains face à une équipe de CFA2 française. Le niveau suisse, je ne le connais pas spécialement. Donc voilà. Premier match, le premier derby contre Saint-Vith d'ailleurs. Ouais, exactement. On retrouvera Saint-Vith le 19 août. Donc d'ici là, il y a encore un bon mois de travail. Et j'espère qu'on sera prêt pour la reprise du championnat qui sera importante. Parce que prendre un bon début, c'est toujours bon. Voilà. Merci Alexandre Pep et puis à la prochaine fois. C'est moi qui vous remercie. À bientôt, à la prochaine. Oui, c'était Alexandre Pep, le nouvel entraîneur du Racing Besançon. D'ailleurs, on invitera les clubs franc-comtois qui sont en National 3, donc je vais y citer. Il y a le BF Besançon Football, puis le BFC. Maintenant, on dit Besançon Football, car c'est la fusion entre le PSB et le Besançon Football Club. Donc le Besançon Football, le Racing Besançon, bien évidemment, l'US Saint-Vith, Jura d'Aulois, le CA Pontarlier. Je pense que je n'en ai pas oublié. Les 5 clubs, on les invitera au fur et à mesure. On fera une émission spéciale à chaque fois pour inviter soit les dirigeants, soit l'entraîneur, suivant leur disponibilité dans les semaines à venir. Allez, on passe cette fois-ci, on arrête le ballon rond et on passe cette fois-ci. D'ailleurs, je vous signale qu'il y a toujours les 2 places à gagner pour FCSM Bourg-en-Bresse-Péronas. Donc ne tardez pas trop, l'émission arrive à son terme. Allez, en handball, on parle de l'ESBF, car c'était la reprise il y a une semaine avec cette belle 4e place la saison dernière. Et c'est vrai que les filles de l'ESBF ont été exemptées du premier tour. C'est pour la Coupe d'Europe au mois de septembre grâce à leur belle 4e place du dernier championnat de D1 en LFH. Je vais y arriver. Elles sont directement qualifiées pour le 2e tour. Et les handballeuses byzantines vont débuter leur campagne européenne soit mi-octobre, soit face aux Danoises de Silkeborg. Bon, il y a de grandes chances car elles ont fini 5e du dernier championnat de Danemark et qui est le meilleur championnat du monde à l'heure actuelle. Et elles sont opposées aux modestes chypriotes de Nicosie. Le match retour donc à domicile pour les Byzantines. Vous aurez les dates, ce sera normalement le 14 octobre le match aller du côté de Silkeborg ou Nicosie, mais plus vraisemblablement Silkeborg, on attendra le résultat. Et le 21 octobre, ce sera au Palais des Sports face soit au club danois, soit au club chypriote. On va écouter justement la reprise de l'ESBF. C'était chez nos confrères de France 3 Franche-Comté. Et une bonne reprise avec une interview de la coach Raphaël Tervel et de Didier Weber qui parle de la nouvelle gardienne de l'ESBF qui va épauler aussi Catherine Gabriel. On les avait laissées au Palais des Sports de Besançon, visage pâle et fatigué, mais tellement heureuses de cette 4e place dans un championnat où personne ne les attendait. Quelques semaines plus tard, les mêmes, bronzées comme des cacahuètes, au bord de la mer comme Maria Nunez, ou en mode sauterelle avec Amanda Kolsinski et Alizé Frécon. Des joueuses en vacances, ou tout simplement de retour au pays natal comme Djeneba Touré, au Mali. Ce matin, c'était jour de misère. Reprise de l'entraînement, l'effectif au complet ou presque, avec le sourire, toujours. C'est un peu dur de se remettre la tête à la piste, même si on avait un programme individuel à faire pendant 2 semaines avant d'arriver là. Mais voilà, on a fait dans un cadre un peu plus idyllique que la piste de Besançon, Donc forcément, la première, c'est toujours un peu plus dur, Au programme des 3 semaines à venir, le traditionnel travail foncier, mais aussi un stage de cohésion en camping dans le Haut-Doubs, et puis un déplacement loin de Besançon, en Hongrie précisément. On va aller faire un petit tour en Hongrie, du côté de Győr aussi, ça c'est un peu la nouveauté de cette préparation. L'équipe est jeune bien sûr, on n'a pas encore connu de match européen, donc voilà, c'est un peu la découverte du très très haut niveau.
La petite nouvelle de l'équipe est croate, mais elle connaît très bien le championnat de Hongrie. Zeliana Stojak formera un nouveau binôme dans les buts avec Cathy Gabriel. On a parlé ensemble. C'est vraiment une fille sympa. Elle pourra m'aider pour mes débuts ici. Elle a 22-23 ans, elle est en équipe de Croatie Espoir, elle a envie de monter en équipe de Croatie numéro 1. Elles vont se tirer vers le haut toutes les deux et j'ai vraiment de gros espoirs sur cette nouvelle recrue. La Ligue 1 du handball féminin commence le 30 août prochain. Le SBF jouera à domicile contre Toulon. Bon, bah bien sympa ce petit reportage sur les filles de l'ESBF. On a hâte de revivre la Coupe d'Europe du côté du Palais des Sports. J'étais en train de chercher quelque chose, je ne le retrouve plus, mais bon, ça va se faire. Alors oui, les abonnements, bien sûr, les abonnements du côté de l'ESBF ont pris forme. Hein. Vous allez sur le site officiel. Et si vous voulez vous abonner pour la saison prochaine, eh ben, vous pouvez y aller. Tout est bien indiqué. Alors le programme de la préparation justement des filles, le week-end du 21 juillet, c'était le stage de cohésion dans le Haut-Doubs. Le 3 août, un match de préparation face à Dijon, ça se passera du côté de Grès. Du 11 au 13 août, ce sera le tournoi de l'Homme, c'est dans le Nord si je ne me trompe pas. Des matchs contre Nice, Dijon et Prague. Et le 18 août et 19 août seront dans les matchs de préparation justement en Hongrie. Raphaël Tervel en parlait, entre Győr et Ferencváros. Donc un très joli programme pour les filles de l'ESBF. Et le premier match de championnat sera le 31 août contre Nice. Allez, un petit mot du Grand Besançon Doubs Handball avec une préparation qui va durer 6 semaines avant le premier match de Coupe de la Ligue contre Toulouse. Toulouse qui est en Lidl Star League. Ce sera le vendredi 8 septembre au Palais des Sports Gagny-Yalouz. Voici le programme des matchs amicaux. Le vendredi 11 août à 19h30, GBDH Belfort qui évolue en National 1 au Palais des Sports. Le jeudi 17 août à 19h30, le GBDH affronte une autre équipe de National 1. Ce sera Villefranche au Palais des Sports également. Le vendredi 18 août à 19h30, Valence National 1. GBDH sera du côté de Valence. Le 22 août à 19h30, GBDH Valence également, mais cette fois-ci, un match retour sera du côté du Palais des Sports. Le 24 août à 15h30, Strasbourg GBDH, ce sera à la Halle Rhenus, ouverture de l'Euro tournoi. Le 26 août à 20h30, GBDH Nancy qui évolue en Pro League également, sera du côté de l'Axon de Montbéliard. Et le 30 août à 20h30, GBDH Dijon du côté de la Pro League. Et bien, si vous voulez vous abonner également du côté du GBDH, allez sur le site officiel. On ne vous a pas parlé des recrues. Il y a Adrien Clerc, l'ailier gauche, qui revient au club de Besançon. Il était parti, mais il revient. Davoran Vujovic, non, il était déjà au club également. C'est Mirko Popovic, l'arrière droit qui arrive de Pau, qui lui arrive au club. Et Nathan Bolaers, le pivot qui a joué contre l'équipe de France lors de France-Belgique du côté de l'Axon et qui arrivera la saison prochaine du côté de Besançon. Il arrive tout droit de Belgique. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a été assez complet pour cette première de la saison qui en appellera d'autres, bien évidemment. On se retrouvera lundi prochain avec le premier match du FCSM contre Bourg-en-Bresse Péronas. Et oui, ça y est, c'est reparti. On va humer les pelouses, l'herbe bien verte des stades, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2 et un petit peu partout. Il y aura aussi des matchs, des tours préliminaires de Coupe d'Europe. Enfin bref, un gros programme encore une fois la semaine prochaine avec, on l'espère, des invités. À bientôt, je vous souhaite une bonne semaine, un beau week-end. Et puis surtout, allez Sochaux, allez tous les clubs de la région.